Écoutez, merci d'être venus nombreux ce matin pour cette alternative au 30e Salon international du livre de montagne de Passy, qui ne pourra pas se dérouler cette année dans les conditions habituelles. Donc nous sommes vraiment très heureux d'accueillir tout un panel de chirurgiens masqués. Et puis surtout, nous sommes vraiment ravis de recevoir Jean-Christophe Ruffin, qui est vraiment un ami fidèle du Salon. Et vraiment, je tiens à le remercier chaleureusement, à la fois de son amitié et de la confiance qu'il nous fait. On est un petit peu en retard, parce que je crois qu'il y avait beaucoup d'embouteillages à Saint-Nicolas-de-Léros. Donc, en tout cas, on est vraiment très, très heureux, parce que son œuvre est une œuvre vraiment universelle. Et on a coutume de dire que beaucoup de vies sont des romans, mais peu de vies, finalement, constituent une œuvre. Or, la vie ou les vies de Jean-Christophe Ruffin constituent vraiment une épopée dont le souffle est vraiment réconfortant. Il a soigné en effet sur tous les continents dans le cadre de ses missions humanitaires. Il a connu beaucoup de drames qui ont bouleversé la planète. Il a grimpé aussi sur beaucoup de sommets, un peu partout. En tout cas, il a toujours pris le monde à pleine main, en étant attentif aux autres et surtout en étant curieux de tout, et surtout engagé en permanence dans la lutte contre les inégalités et les discriminations. Ce qui est frappant dans ses ouvrages, c'est que, comme l'était Joseph Kessel, son illustre prédécesseur, il est un témoin parmi les hommes qui essaie de nous faire connaître, de nous faire comprendre, et de nous faire considérer comme des êtres d'une égale dignité. En tout cas, par ses récits, par ses romans, par ses reportages, il nous explique l'histoire et il fait preuve à tout instant à la fois de son goût de l'aventure et de son désir d'agir et de son désir aussi de transmettre un message qui est un message d'ouverture, de générosité, ce qui n'exclut pas d'ailleurs de dénoncer un certain nombre de turpitudes humaines. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui dans ce salon du livre de montagne, dans ce cadre vraiment exceptionnel face au Mont Blanc, c'est son rapport à la montagne. Et ce rapport à la montagne, je pense que c'est son versant intime. Et donc, est-ce un refuge, une ressource, un défi? Comment voit-on ce rapport à la montagne quand on est écrivain? Alors, merci Michel pour ces quelques mots et merci à tous d'être venus par un si beau jour, dans un si beau lieu. Voilà, c'est toujours un grand plaisir. Moi, je suis un enfant de la plaine. Je suis né dans le Berry. D'ailleurs, je ne renonce pas du tout à ces racines, puisque je continue d'aller assez souvent dans ma ville natale, à Bourges. Mais simplement, quand on aime la montagne, c'est vrai que Bourges n'est peut-être pas l'idéal, parce que le point culminant doit être à 170 mètres. Et j'ai découvert finalement la montagne assez tard, en fait, assez tard, vers l'âge de 18 ans. C'est une camarade, en fait, qui était un petit peu plus qu'une camarade d'ailleurs pendant mes études de médecine, qui m'a traîné, on peut dire, au départ à la montagne, dans la Vanoise. Je me souviens, c'était les premières expériences que j'avais de randonnée en montagne. Et puis ça a été une sorte de choc amoureux, pas avec elle d'ailleurs, mais avec la montagne. Et donc, depuis, c'est vrai que je n'ai pas cessé d'y aller. Et alors, ce qui est assez amusant, c'est que au départ, je pensais marcher simplement. Et puis un jour, au cours de ces randonnées qu'on faisait, on avait passé le col de la Galise, là, pour ceux qui connaissent, de l'autre côté et on s'est retrouvé dans un endroit où, je sais pas, il avait neigé, enfin ça tournait mal. Et un de nos camarades qui était là, qui a sorti un piolet et puis un bout de corde, et nous a assuré dans un petit passage qui était sans doute pas tellement dangereux, mais enfin c'était impressionnant. Et je me suis dit, c'était quand même un peu dommage de ne pas connaître ces techniques-là. Alors je me suis inscrit au Club Alpin français pour faire mon premier stage, Voilà. Et là j'ai eu la chance de tomber sur un guide extraordinaire qui encadrait ce stage. Il y a deux frères, dont un qui a laissé son nom dans plein de voix ici, qui s'appelle Patrick Gabarou,
Et c'est son frère Philippe qui encadrait ce stage et qui nous a donné vraiment le goût, non seulement de la montagne, mais de l'autonomie. C'est-à-dire, pour moi, c'était ce qui était le plus important. C'est-à-dire qu'à la fin du stage, il nous a dit, ben, vous achetez votre corde, votre baudrier, puis vous lancez, quoi. Voilà. Ce qui n'était pas le cas de tous les guides, hein, parce qu'il y a beaucoup qui maintiennent parfois leurs clients dans une certaine forme de dépendance. Là, moi, on me dit tout de suite, ben voilà, tu y vas. Et ça a été le début d'une longue histoire, en effet, de passion, voilà, qui m'a conduit en début des années 2000 à acquérir cette maison ici à Saint-Nicolas, après avoir eu le prix Goncourt. Voilà, donc c'est une maison Goncourt, je puis dire. Voilà. Et il y avait deux choses. C'est que d'une part, j'avais hérité d'une maison familiale que j'ai vendue, puis j'avais eu ce prix, et donc qui s'est matérialisé par cette maison, où je passe effectivement beaucoup de temps, où j'ai écrit la plupart de mes livres récents, en tout cas, et qui a la particularité, pour ceux qui connaissent Saint-Nicolas, et le plateau de la Croix en particulier, enfin la route qui y monte, c'est qu'on est hors du temps. C'est-à-dire que si vous regardez par la fenêtre de chez moi, eh bien, vous ne voyez pas de maison, ou un petit peu le Champel au fond, là-bas, mais vous pourriez vous retrouver, au fond, au Moyen-Âge, vous pouvez vous retrouver, je ne sais pas, en Antiquité, les choses n'ont pas bougé. Et pour un romancier, c'est vrai que c'est merveilleux, parce que du coup, dans les phases où j'écris des livres, c'est-à-dire finalement pas beaucoup, je fais ça 2 mois par an environ, l'hiver, eh bien, je peux projeter, si je puis dire, sur le paysage, tout l'imaginaire qui m'occupe au moment où j'ai écrit le livre. Je ne suis pas, comment dirais-je, je suis pas ramené à une époque ou à un lieu. Je peux être partout, voilà, et je m'en suis pas privé. Est-ce que la marche en montagne, la randonnée, l'escalade stimule l'imagination? Est-ce qu'on a plus de facilité à composer un récit, un roman, dès lors qu'on a fait une randonnée ou une balade? C'est un sujet qu'on aborde souvent avec un de mes camarades, à la fois d'écriture et de montagne, qui est Sylvain Tesson, qui était là d'ailleurs. On a grimpé ces 2 derniers jours, là il est reparti. Et avec Sylvain, on rigole souvent là-dessus, parce que on dit, bon, les gens qui ne connaissent pas l'alpinisme pensent qu'en altitude, on n'a que des réflexions très élevées. Alors qu'en fait, on dit surtout des conneries, tu vas dire. Enfin, c'est-à-dire, la conversation, les conversations de cordée sont quand même assez lamentables dans l'ensemble. Hein. Pourquoi? Parce que je pense qu'il y a peut-être une forme de... justement de banalisation de cette expérience. C'est-à-dire que si vous êtes là, si vous êtes en train de grimper, puis que vous dites c'est sublime, c'est merveilleux, j'atteins le nirvana, machin, etc., au bout d'un moment c'est fatigant, si vous voulez. Il vaut mieux revenir un peu sur Terre, si je puis dire, et puis on parle de choses et d'autres. Donc moi je ne suis pas certain, si vous voulez, que la montagne soit l'occasion de... Si on enregistrait, si on mettait un petit magnétophone dans la poche des alpinistes, je ne pense pas qu'on aurait des textes inoubliables. Vous voyez, je pense que ça serait même plutôt lamentable. Et au fond, le travail de mémoire autour de ces expériences de montagne, il se fait après. C'est-à-dire que je pense que pendant, d'abord parce qu'il y a quand même une vigilance qui est nécessaire, parce que c'est quand même un milieu hostile, fondamentalement. Je veux dire, la montagne c'est un milieu qui est à la fois accueillant de cette manière, mais enfin hostile à l'homme. Je veux dire, il faut surveiller tous ces gestes, que ce soit en escalade rocheuse ou que ce soit sur un glacier. Je veux dire, pas faire n'importe quoi. Donc on est concentré là-dessus. Et puis, au fond, l'expérience après, elle vient secondairement. Il se trouve qu'en fait, l'année dernière, j'ai écrit un roman sur la montagne qui n'est pas paru encore, qui va paraître normalement l'année prochaine. C'est la première fois que j'arrive à faire un vrai roman de montagne. C'est-à-dire pas l'histoire d'un hélicoptère qui se crache, pas l'histoire... Parce que, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ces dernières années, la littérature de montagne, c'est surtout les accidents. C'est tragédie à l'Everest, de Krakauer, c'est tout ça. Ce sont des... Disons que la veine épique, on pourrait dire, autour notamment de la figure du guide, qui avait été celle donc, des années 30, que ce soit en France, avec évidemment, enfin des années plutôt 40 d'ailleurs,
avec Frison Roche, ou que ce soit dans d'autres pays. Tout ça, ça s'était un peu atténué, et au fond, seul surnage, on peut dire, pour le grand public, beaucoup la notion d'accident. Alors là, moi, je voulais pas ça du tout, je voulais un vrai roman de montagne dans lequel il y a une vraie histoire, qui en l'occurrence une histoire d'amour, et c'est d'ailleurs, je suis parti de l'histoire d'un guide, un ami guide de la région, pas de la compagnie de Chamonix, d'une autre compagnie, mais peu importe, et qui a donc disons, le noyau de l'histoire est véridique, puisque cet ami guide, bon, qui était, d'ailleurs c'est ce qui permettait de commencer le livre là-dessus, qui avait un peu au début une pratique, vous savez, enfin je veux stigmatiser personne, comme on dit, mais enfin vous voyez le moniteur de ski de Megève par exemple, vous voyez le genre, quoi, avec le fluo, machin, et puis qui souvent porte une attention très particulière à ses clientes, vous voyez, et qui est prêt à leur offrir un service élargi. Et donc, il commence comme ça, voilà. Alors, il commence dans la... voilà. Et puis, un jour, ben, il y a une de ses clientes, justement, qui, tout à coup, dont il va tomber vraiment amoureux. C'est d'ailleurs pas une cliente, c'est une amie de client à lui, sur laquelle avec laquelle les choses deviennent plus sérieuses. Et elle, c'est une femme qui travaille à Paris dans la finance, vous voyez, qui vient à Megève aussi, qui n'est pas hostile à l'idée d'avoir un beau guide bronzé, vous voyez, bref. Et donc les choses se passent comme ça pendant un certain temps. Elle vient dans la région, ils font de la montagne, l'hiver d'abord, puis l'été, puis voilà, puis bon, c'est une espèce d'histoire qui se déroule, qui se déploie. Une vraie histoire d'amour, en tout cas pour lui. Et un jour, il décide qu'il en a assez d'attendre qu'elle vienne, voilà, et qu'il va aller la rejoindre à Paris. Alors un jour, il sonne, et elle voit arriver avec une petite valise en carton le guide chez elle. Alors évidemment, les choses se compliquent parce que le beau guide bronzé, au bout de 15 jours, n'est plus bronzé. Il commence à travailler dans les assurances et ça devient beaucoup moins sexy, tout ça. Voilà, et elle finit par le mettre à la porte. Ça, c'est le début du livre et c'est l'histoire vraie. Et je trouve intéressant que après, ces deux personnages, en fait, vont chacun garder un lien qui est au fond la montagne. Mais la montagne pour eux va se transformer, c'est-à-dire que, alors qu'ils la voient un peu au début comme des consommateurs, parce que les gens qui viennent prendre le meilleur quand il fait beau, quand il y a la neige, quand il y a tout ça, ils vont commencer à retrouver d'autres raisons d'aller en montagne. Et voilà, bon, sans raconter le livre, mais il y a une partie qui se passe d'ailleurs ici à Saint-Selmoz. Voilà, bref. Et donc j'étais très content parce que, alors je sais pas du tout ce que ça donne comme résultat, comme livre, j'en sais rien. Mais moi, ça m'a permis pour la première fois d'écrire sur la montagne d'une façon, justement, avec une certaine pénétration, une certaine attention, une certaine réflexion que je n'ai pas sur le moment où on fait la pratique. Voilà. Et c'était très, très bien. Alors, je ne sais pas si je pense que la littérature de montagne est en train de toute façon de renaître. Il y a beaucoup de choses. Il y a des récits, il y a des témoignages, il y a beaucoup de choses. L'édition Guérin en fait beaucoup pour ça. Mais voilà. Donc, il y a cette deuxième phase, qui est une phase de remémoration. Et qui est, à mon avis, la phase où la montagne prend cette profondeur qu'elle n'a pas forcément sur le moment. Voilà, et puis un guide qui se recycle dans les assurances, c'est tout à fait bienvenu, parce que compte tenu des risques du métier, effectivement, c'est peut-être avant qu'il aurait fallu effectivement réfléchir pour lui au risque de la montagne. Et justement, depuis l'année du prix Goncourt, au début des années 2000 et jusqu'à maintenant, la montagne s'est transformée avec effectivement des chutes de pierre, etc. Et Saint-Nicolas est un très beau panorama pour voir un peu ce qui se passe en montagne. Est-ce que ça a modifié la pratique de la montagne, de l'amateur éclairé que tu es ?
Ouais, comme tout le monde, c'est-à-dire que, bon, sous mes fenêtres, en effet, devant mes fenêtres, il y a le spectacle quand même désolant, si vous voulez, d'un perpétuel recul de ces glaciers, surtout sur ce versant-là, cette vallée-là est quand même très très transformée. Enfin, alors, comme toutes les choses qui se font lentement, ça saute pas forcément aux yeux, mais quand on retrouve des photos d'une époque antérieure, si vous reprenez par exemple les 100 plus belles courses de Rébuffat, de Sacré au Massif, et qu'on voit, je veux dire, ce qu'était je sais pas, le glacier de la face nord de Bionacé par exemple et tout, c'est vrai qu'on ne reconnaît plus ces petits. Ça c'est, évidemment, on est là dans, comment dirais-je, dans le témoignage direct, enfin visuel d'une transformation que d'ailleurs moi je ne sais pas interpréter, parce que c'est vrai que de toute façon la montagne, alors c'est pas pour entrer dans la polémique sur le réchauffement, les origines, etc. Je prends un climato-sceptique comme on dit. Je pense qu'il y a effectivement une influence humaine très forte, mais il y a aussi des cycles de montagne. Parce que quand vous allez par exemple au Cervin, on vous raconte qu'à certaines époques, on passait le col Théodule à pied. Enfin, donc il y a des cycles. Enfin en ce moment, le cycle évidemment s'accélère parce que les choses sont vraiment très spectaculaires. L'autre jour, je suis monté au conscrit là, par le nouveau chemin, là, avec la passerelle. Donc c'est vrai que ce pauvre glacier de Niage, il est vraiment, c'est pareil, c'est catastrophique. Donc bon, bah voilà, on constate ça. Moi, c'est ce que j'aime en montagne en fait. C'est pour ça qu'il y a une chose que je déteste absolument, c'est la plage. Et ça, c'est une plage pour moi. Si vous me mettez sur une plage avec un parasol, quand je vivais au Brésil, par exemple, j'habitais sur la plage, parce que j'étais à Recife, j'habitais à Recife, et pour moi, la plage, c'est la mort, parce que c'est l'endroit où tous ces grains de sable, là, finalement, finissent leur vie. Alors, ils viennent au fond d'ici, et puis ils finissent leur vie comme ça, au bord d'une plage. Pour moi, la plage, c'est la mort. Déjà, je m'ennuie terriblement, puis c'est vraiment la... Il y a un petit problème de... C'est la pause musicale qu'il y a dans toutes les bonnes émissions de France Culture. Voilà. Oui, donc voilà, donc, je trouve qu'ici, c'est ça qui est merveilleux. Je trouve qu'on a souvent ces visions-là, je pense que vous les partagez aussi, c'est cette idée d'un monde naissant. Quoi. On a en montagne l'idée de l'aube du monde, on a l'impression d'un monde jeune au sens où, même si en fait ces montagnes ne sont pas si jeunes, bien entendu, mais la surrection de ces montagnes, bon, ne serait-ce qu'à travers la présence des plis, comme vous pouvez les voir par exemple à Salanches, là sur la Cluse, on a vraiment encore la notion du mouvement de la Terre, si vous voulez, et c'est vrai que il y a un côté monde des origines ici, voilà. Alors que pour moi les plages sont les mondes de la fin. C'est un peu ridicule, donc il y a des choses merveilleuses sans doute sur les plages, les bikinis, tout ça. Mais enfin, c'est vrai que moi je ne suis pas du tout un amateur de ça. Et ici, ben, j'ai l'impression toujours d'être au début des choses. Voilà. Voilà. Et l'année dernière, l'été dernier, sur Paris Match, tu avais signé un très bel article sur justement les modifications du climat et du paysage dans le massif du Mont Blanc. Et c'était vraiment le regard du clinicien. Et on peut rappeler que tu es neurologue et la neurologie est une science essentiellement clinique. Donc, oui, mais enfin là, c'était parce que je ne sais pas pourquoi il m'avait demandé ça. Match m'avait demandé de faire un. Donc on a pris un hélicoptère, là, Pascal Blanc, pas Pascal Blanc, Brun, nous a emmené faire un tour. Alors ce qui est marrant, c'est que les réactions, c'est là où on voit à quel point les gens comprennent souvent assez mal la montagne, parce qu'ils ne la connaissent pas. Je me suis fait engueuler sur les réseaux sociaux parce que j'étais allé en hélicoptère. Alors on m'a dit, vous dénoncez le réchauffement climatique et puis vous allez vous balader en hélicoptère. Sous-entendu, vous allez polluer. Bon. De toute façon, l'hélicoptère, il fait ses rotations, que je sois dedans ou pas.
Et puis, ça n'a rien de comparable avec la file de camions qui est dans la vallée. Donc, je pense que beaucoup de gens ne voient pas forcément les problèmes là où ils sont en matière de pollution. Donc, enfin bon, ça a eu l'utilité de montrer en effet les choses. Moi, j'étais un peu déçu par les photos parce qu'on avait embarqué un photographe, qui est un très bon photographe d'ailleurs, et qui a fait un très bon travail, mais le choix qui a été fait par la rédaction de Match est un choix assez classique finalement, du massif comme ça. Alors qu'en fait on avait survolé des zones d'éboulement récents. Alors évidemment il y a les Drues, le pilier Bonatti, etc. On avait photographié ça, mais aussi le trident du Tacu par exemple. Le trident du Tacu, la voile Épinay, qui a duré exactement un siècle, puisqu'elle s'est effondrée 99 ans après avoir été ouverte. Et alors moi je l'ai faite il y a quelques années avec mon fils d'ailleurs, on avait fait, c'est cette voie qui faisait le tour comme ça du trident. Et ben en hélicoptère c'est spectaculaire, moi j'avais pas vu ça, mais il y a le tas de cailloux au pied, quoi, puis la voie elle est par terre. Et ils n'ont pas retenu ces photos-là, je pense que c'est parce que les gens ne les comprennent pas. C'est pas grave, pas un concert non plus. Mais, et en fait, c'est une chose... j'ai oublié ce que je voulais dire. Tiens. Oui, il y avait une modification du paysage avec des pierres qui dégoulinaient sur les voies. Les gens ne comprennent pas les photos. Oui, mais les gens comprennent. Oui, mais d'une façon générale, c'est drôle. Mais moi, je ne suis pas tellement un adepte des réseaux sociaux. Le seul sur lequel je mets des choses, c'est Instagram, parce que c'est des photos. J'aime bien les photos, etc. Donc, j'aime bien cette communauté d'Instagram. Mais je me suis rendu compte que chaque fois qu'on je mettais des photos d'escalade, il y avait moitié moins, même si elles sont très belles, il y avait moitié moins de likes, comme on dit, parce que ça fait peur, quoi. C'est-à-dire les gens ont peur. Alors, à moins d'être familiers de la montagne, mais pour beaucoup de gens, la mise en scène de la verticale, tout ça, ça fait peur. Et je pense que c'est pour ça d'ailleurs que la marche est beaucoup plus populaire en termes d'audience. Il y a plus de pratiquants, bien sûr, mais c'est aussi parce qu'elle est plus familière. Les gens se projettent plus dans la marche. Quand les éditions Guérin m'avaient demandé de faire un livre sur la montagne, je leur avais dit que j'y arrivais pas, que je savais pas. À l'époque, je n'avais pas encore l'idée du livre que je viens de terminer. Et je leur avais proposé, enfin je leur ai pas proposé, mais on avait évoqué comme ça Compostelle. Et donc ils m'avaient dit, ah bah oui, banco. Et j'ai fait ce livre Immortel Randonnée, là, chez eux, qui a très très bien marché, c'est le cas de le dire. Mais en fait, pour moi, c'était un peu... Je voyais pas bien l'intérêt que ça pouvait avoir, etc. Je l'ai fait vraiment pour honorer une forme de commande. Enfin, puis, mais en fait, la marche, enfin, j'aurais fait un livre sur la montagne, il n'aurait pas eu le succès certainement qu'a eu celui sur Compostelle. C'était incroyable. Bon, c'est vrai que Compostelle, il y a une équation particulière à Compostelle. C'est pas n'importe quelle randonnée, c'est pas n'importe quel chemin. C'était d'ailleurs un des thèmes du livre, c'était de dire que finalement, quand comme moi, on se retrouve là-bas, faire ce chemin, au fond, sans trop y avoir réfléchi, ben, on est en train de faire une randonnée, tout simplement. Et c'est petit à petit qu'on se rend compte qu'on n'est pas un randonneur, mais un pèlerin. Parce qu'on est sur ce chemin-là, et pas sur un autre. C'est très particulier. Mais disons que la marche induit... il y a une sorte d'universalité de la marche, alors que tout ce qui est grimpe, escalade, etc., pour beaucoup de gens, sans doute pas vous, puisque vous êtes des adeptes de la montagne, mais pour beaucoup de gens, fait peur, quoi, et même repousse un peu. Comme ça pourrait être pour moi des images de tempête en mer, par exemple, ça fait très peur. Bon. Alors que finalement, cette thématique de la verticale, moi, d'ailleurs dans le livre là, le roman que j'ai fait sur la montagne, cette thématique de la verticale est tout à fait essentielle. C'est-à-dire que une des caractéristiques de ces sports, finalement, c'est cette dimension de plus qu'est la verticale. Et la verticalité, ça accompagne plein de choses. Ça accompagne, par exemple, la guérison, la résilience, la guérison de quelqu'un qui a une maladie grave ou un traumatisme. Il ne rêve que d'une chose, c'est de revenir à la verticale. Voilà.
Et il y a eu le roman, le récit de Stéphanie Bonnet, la verticale de soi, voilà, grande grimpeuse, qui était aussi publiée chez Guérin, qui dit ça très bien. C'est-à-dire que je pense qu'il y a quelque chose de profondément humain dans cette idée de verticalité. Voilà. Et finalement, ici, nous sommes au fond, les adeptes, les représentants, peut-être les gardiens, d'une certaine façon, de cette dimension que peu de gens pratiquent par ailleurs. Parce que même quand vous êtes dans un avion, bah, finalement, vous êtes dans des variantes, disons, de l'horizontale. Mais ici, on est grimper, c'est vraiment se dresser, d'une certaine façon. Hein. Voilà. Et c'est d'ailleurs plus important pour les pratiquants de ces sports-là que le sommet. La notion de sommet, finalement, c'est une notion assez archaïque. C'est-à-dire que les premiers ascensionnistes, Wimper ou autres, il y avait un enjeu autour du sommet, parce qu'ils étaient inviolés. Après, il y a eu des enjeux autour des faces. On ferait par telle ou telle... voilà. Après, des voies. Et aujourd'hui, finalement, c'était la thèse d'ailleurs de Stéphanie dans son livre, La verticale de soi. Elle parlait de yoga vertical. Et elle explique qu'au fond, le plus important dans ces sports, c'est justement le mouvement. C'est-à-dire, il faut se déprendre complètement de l'idée d'atteindre quelque chose pour se consacrer au geste qui finalement peut se faire à 50 cm du sol, d'ailleurs, ça peu importe, mais du moment qu'il vous dresse comme ça vers dans cette dimension de la verticale. Voilà. Et au fond, peu importe le sommet. Il y a plein de voies modernes, de voies d'escalade rocheuse qui n'arrivent nulle part d'ailleurs. Ce qui nous achève de nous rendre ridicules pour les gens qui ne font pas ça, parce qu'effectivement, c'est comme le capitaine Haddock le disait à Tintin, on monte puis on redescend, quoi. Enfin, c'est un peu stupide. Mais au fond, c'est parce que l'essentiel, c'est le mouvement. Moi, je le vois comme ça. Le mouvement est le mouvement qui consiste à s'élever au-dessus du monde des gens ordinaires que nous sommes tous, dès lors que l'on reste dans la vallée, ou du moins sans chercher à comprendre ce que l'on peut trouver là-haut. Mais ce qui est intéressant, c'est finalement les liens qu'il peut y avoir entre à la fois la médecine et la montagne. Et tu parlais de la voie. Et je pense que la voie est importante en montagne parce que c'est ce qui va permettre effectivement de s'élever et de progresser et d'atteindre un but. Et en médecine, ce qui est important, c'est la démarche thérapeutique. Et s'il y a un lien qui fait que c'est beaucoup plus stimulant, et c'est ce qui stimule l'esprit plus que peut-être d'atteindre certains sommets. Oui, je pense que tu pourrais détailler ça mieux que moi, parce que je pense que tu as une pratique médicale plus longue et plus orthodoxe. Moi, c'est vrai que la médecine, ça a été ma formation. J'ai commencé ma vie comme ça. D'abord, je l'ai commencé élevé par des grands-parents. Mon grand-père était médecin. J'étais imprégné autour de moi de cette présence médicale, qui était au début quelque chose de bizarre, puis avec lequel je me suis familiarisé en faisant les études. Mais très vite, je me suis servi de cette formation pour aller ailleurs. C'est-à-dire que, au fond, la dimension l'outil médical, disons, pour moi, a été une forme de clé pour aller vers le monde. C'est-à-dire, j'ai eu la chance, en fait, au début, c'était un hasard, d'ailleurs. En fait, j'ai été envoyé comme coopérant pendant mon service militaire. J'étais envoyé en Tunisie. Et puis les militaires se sont trompés. Vous savez comment ils sont, parfois ils sont très organisés, mais parfois ils se trompent. Et moi ils m'ont mis, je faisais des études de neurologie, mais ils m'ont mis dans une maternité. Alors j'ai fait des accouchements moi pendant mon service militaire. C'est pas banal, mais enfin voilà. Et en plus c'était assez dur parce que j'étais dans une ville, j'étais à Sousse en Tunisie. Alors à Sousse, les gens disent c'est formidable, les hôtels, les plages, tout ça, très bien, mais sauf que moi, la maternité, c'est pas ça que je voyais. C'était les femmes qui arrivaient de l'intérieur, sur un dos de mulet, des grandes parturiantes qui étaient pas dépistées du tout. On voyait vraiment des choses historiques, enfin, qu'on n'imagine pas. Et moi, ça m'a donné le goût. À ce moment-là, j'ai pivoté, si vous voulez. C'est-à-dire que j'étais un interne, j'avais passé l'interne des hôpitaux de Paris, tout ça. J'étais le petit interne bien formé à son métier. Et au fond, je pensais que, très simplement, finalement, les maladies étaient différentes, que c'était mon métier, c'était de différencier les maladies, savoir
ce qu'avaient les patients. Mais qu'au fond, le patient, c'était au fond une sorte d'universel. Il y avait un être humain, général, puis il y avait des maladies. Et en fait, en Tunisie, je me suis rendu compte que c'était le contraire. C'est-à-dire qu'il y a au fond, que les maladies sont un peu toutes les mêmes partout, finalement. Et ce qui change profondément, quand même, c'est la personne qu'on a en face de soi, sa culture, la société dans laquelle elle vit, etc. C'est ça et c'est ça qui a commencé à me passionner. Et donc, effectivement, c'est à ce moment-là que s'est opéré ce transfert de la médecine, j'allais dire science de la maladie, à la médecine science de l'humain, ce qui est plus large. Bon. Et puis la chance a voulu que ce soit à ce moment-là le début de Médecins sans frontières, de ces organisations non gouvernementales. La France, finalement, on aime bien dire qu'on a inventé les droits de l'homme et tout ça, mais il faut se souvenir que c'est quand même nous qui avons reçu l'aide humanitaire pendant très longtemps, parce que c'est nous qui avions les guerres, c'est nous qui avions les catastrophes, etc. Finalement, il a fallu la fin des guerres coloniales, au milieu du XXe siècle, pour qu'on commence à être assez riche et assez en paix pour pouvoir aider les autres. Avant, c'est nous qui, après chaque guerre, qui recevions de l'aide. Bon. Donc on a créé des nouveaux outils dans les années 70, et parmi ces nouveaux outils, il y avait donc Médecins sans frontières. Moi, j'ai rejoint à ce moment-là ce mouvement, et c'est vrai que ça a été une occasion extraordinaire d'élargir la pratique et d'aller vers le monde, complètement. Alors, ça dépasse la question de la montagne, c'est vraiment la question du monde, c'est-à-dire qu'on a tout à coup, ça s'est fait d'ailleurs dans d'autres domaines de la médecine, le SAMU, c'était au fond la même chose, c'était une façon de faire éclater la pratique, de faire sortir l'hôpital de l'hôpital et de le faire arriver jusqu'au trottoir sur lequel le patient vient de s'effondrer, etc. Enfin, donc il y a eu ce mouvement qui a porté la médecine de cette époque vers le monde, et auquel j'ai participé. Et effectivement, il est probable que je n'ai pas du tout réfléchi, comme tu dis, mais que la montagne n'est qu'un prolongement de ça, que c'est une autre dimension, en effet, de cette ouverture. Est-ce que cette pratique médicale et ces missions humanitaires ont forgé quelque part l'inspiration du romancier, parce qu'on trouve dans tes romans beaucoup d'empathie vis-à-vis des personnages, avec beaucoup de générosité, beaucoup d'engagement au service des autres, du moins dans les derniers romans. Bah, d'abord, moi quand j'ai commencé à vouloir écrire, en fait c'est très tôt, j'ai envie d'écrire, mais je me suis dit, bon, la souffrance, la maladie, la mort, tout ça dans le quotidien, j'ai ce qu'il faut. Ça va. La médecine, je veux dire, moi j'ai passé l'internat de Paris, j'avais 23 ans. Je me suis retrouvé avec première salle et tout ça très tôt, quoi. Et avec des responsabilités lourdes, et puis ce stress, et puis voilà. Donc je me suis dit, voilà, que le jour où j'écrirai, ça sera pour être dans un autre monde, c'est-à-dire pas du tout celui de la souffrance, pas du tout celui de la mort, mais au contraire, je cherche la lumière, je cherche quelque chose de solaire, quelque chose de puissant, qui ne soit pas voilà, au ras si je puis dire, de la souffrance. Et j'ai tâtonné, évidemment, tous les débutants dans ces domaines créatifs, on cherche sa voie, bien sûr. Et jusqu'à ce que finalement je trouve ce rattachement au fond à la littérature classique. En fait, il y a un livre qui m'avait particulièrement marqué, c'est les mémoires du librettiste de Mozart, qui s'appelait Lorenzo da Ponte, et qui a écrit des mémoires qui ne sont pas extraordinaires, mais où il y a quelque chose de très particulier. Et très mozartien d'ailleurs, c'est une force de vie extraordinaire. C'est-à-dire que ce type a vécu, au fond, des épreuves, il a connu des moments difficiles, mais il y a toujours un côté, si vous voulez, extraordinairement gai, lumineux, solaire, quoi. Enfin, et ces héros de ces époques, enfin, ces héros mozartiens, oui, en fait, on peut dire, ont quelque chose, si vous voulez, d'extrêmement frais, si je puis dire, par rapport à tout ce qui s'est développé par la suite, le héros romantique avec le poids du malheur, de la tragédie, bon, le héros existentialiste, le héros, enfin, la littérature du XXe siècle est souvent très lourde. Donc, moi j'ai sauté par-dessus tout ça et je suis revenu dans cette inspiration très classique. Et
au fond, je l'ai fait d'abord pour moi-même, c'est-à-dire pour essayer de trouver un refuge dans, dans quelque chose qui me plaise, qui fasse que même si on est confronté à des grandes tragédies, des grandes difficultés dans la vie, on les surmonte parce qu'il y a dans ces personnages quelque chose de plus fort que ça, qui est une sorte de force de vie, si vous voulez, d'enthousiasme, etc. Et j'ai commencé comme ça. Et finalement, quand j'ai trouvé ça, quand je me suis ancré là-dedans, eh bien, d'abord, j'ai trouvé beaucoup de bonheur à le faire. C'est-à-dire que, et maintenant, c'est une boussole absolue pour moi. C'est-à-dire que quand je m'ennuie en écrivant, c'est que je suis en train de m'égarer. Il faut que je m'amuse, il faut que ça me plaise. Si je commence à m'emmerder, c'est non. Donc, je garde cette ligne. Et puis, les lecteurs, parce que je me souviens, le premier livre que j'avais écrit comme ça s'appelait L'Abyssin. C'était, bon, c'est un gros bouquin, et je l'ai écrit à la main, comme tous mes livres, je l'ai écrit à la main. Et donc ça faisait un gros tas de feuilles, comme ça. Puis je ne l'ai pas fait taper tout de suite, je l'ai mis sur un coin de mon bureau. Puis quelques semaines, quelques mois après, je l'ai donné à taper à une fille qui tapait mes livres plus techniques que j'avais fait sur l'humanitaire, sur tout ça. Et la pauvre fille, bon, elle tapait les livres. Mais là, elle s'en mettait pas. Elle était contente, elle me donnait son avis. Je suis là, il est mort trop tôt, je suis là, machin. Et là, je me suis dit, c'est formidable, parce que moi, le bonheur que j'ai eu d'écrire ce livre, dont je m'étais finalement satisfait, eh bien, peut-être que par ce miracle qu'est la littérature parfois, ça passe à travers la lecture, ça passe à quelqu'un d'autre, voilà. Et quand le livre est paru, il a eu beaucoup de succès auprès des libraires. Les journalistes ne se sont pas du tout intéressés parce que gros livre, comme ça, d'un inconnu, premier roman, ça, ils s'en foutaient. Mais il y a eu une sorte de bouche à oreille et j'ai constaté qu'il y avait ce miracle qui pouvait se produire. Et donc après, je suis resté fidèle à ça, c'est-à-dire que, à quelques exceptions près, la plupart des livres que j'écris sont des livres qui portent une forme de lumière. Et quand j'ai voulu aborder, par exemple, les derniers, là, le genre du polar, si vous voulez, je trouvais ça amusant, attirant. Ça m'a toujours un peu titillé. J'ai beaucoup d'amis qui font du polar ou qui, venant du polar, sont passés à la littérature générale, comme Pierre Lemaitre, par exemple, qui est un très bon copain, ou des gens comme Daniel Pénac, etc. On en a souvent parlé, puis ça m'attirait, moi, de faire le chemin inverse, de voir si j'étais capable d'aller vers le polar. Mais je suis allé vers le polar lumineux. Pas du tout le polar noir, pas du tout le polar trash, on s'égorge pas là-dedans. C'est pas... si on cherche, faut aller voir les polars scandinaves, alors là il y a de l'hémoglobine à volonté, en libre service, mais là c'est pas ça, c'est-à-dire que j'ai gardé la même envie voilà, et surtout d'avoir cette forme de sourire et de lumière. Et ce sont des polars où on se rafraîchit en buvant du Tokay. Donc c'est particulièrement rafraîchissant. Et en tout cas, on a évoqué tout à l'heure L'Abyssin. Je rappelle qu'il a eu le prix Goncourt du premier roman à son époque, et que c'est un roman vraiment formidable, un très grand roman d'aventure qui met d'un côté en scène la violence de certaines situations, et puis la force de la liberté à laquelle aspirent un certain nombre de personnages. En tout cas, c'est vrai qu'en médecine, on est en permanence dans l'intranquillité et dans la recherche de la sécurité. Et la montagne, est-ce qu'elle permet d'acquérir ou d'atteindre cette sérénité? Est-ce que la littérature le permet aussi? Enfin, la sérénité, tu sais, peut-être l'âge un peu, et encore, quand je vois Henri, non, mais je sais pas, la sérénité, moi je sais pas si j'ai tellement cherché la sérénité finalement. Toutes les trucs, la méditation, le yoga, tout ça, ça m'énerve terriblement, ça m'excite même. Donc je pense qu'en montagne, je cherche pas forcément la sérénité, je cherche plutôt au contraire la motivation, je cherche plutôt parce que c'est vrai que notre époque attache beaucoup de valeur à cette idée de sérénité, à cette supposée qualité de zénitude, on dit, machin. Moi, je trouve que ce qui est le plus menacé, peut-être, c'est notre enthousiasme, c'est notre volonté d'agir, de faire, de bouger. Et c'est pas forcément la sérénité. Moi, je pense que l'inquiétude,
finalement est un moteur. Et le fait de ne pas... Enfin, moi je le vois avec les livres, je ne suis jamais satisfait. En même temps, il faut savoir les arrêter. À un moment donné, il faut les donner à l'éditeur, et puis après, ils ne vous appartiennent plus. Mais quand il m'arrive de les reprendre pour les lire, je ne suis pas content. Il y a toujours un déséquilibre, on en a terminé un, on va vers quelque chose d'autre, il y a un autre projet. C'est ce mouvement-là qu'il faut préserver. Si on s'assoit sur ce qu'on a fait en disant c'est formidable, c'est merveilleux, j'ai atteint le sommet, etc., bon, c'est démobilisateur. Moi, je cherche plutôt le moteur. Et pour le moteur, d'ailleurs, pour écrire, c'est pas évident, parce que c'est quand même c'est quand même un très très gros effort. Je dis ça, c'est pas pour défendre ma corporation, mais surtout les livres de fiction, c'est-à-dire créer une histoire. Je dis pas seulement raconter ce qu'on a vécu, si vous voulez un récit ou raconter ce que vous avez vécu, bon, c'est très bien, ça peut être très beau, etc. Mais disons que ça coule plus de sources pour moi. Mais créer une fiction, c'est-à-dire créer des personnages, créer des situations, les articuler, faire en sorte que ça fonctionne, c'est pas simple. C'est même un effort presque psychiatrique. Enfin, c'est presque à un certain moment, quand vous êtes dans un très gros livre, par exemple des livres comme Jacques Coeur, j'écris Le Grand Cœur, des choses comme ça, des gros livres dans lesquels il se passe beaucoup de choses. Au Rouge Brasier, c'était pareil. Il y a plein de personnages, il y a une intrigue qui doit rester claire, mais qui finalement est complexe, etc. C'est un énorme effort oui, presque physique, oui, et presque psychiatrique, parce que ça veut dire que pendant cette période-là, on n'est pas dans le monde, on est ailleurs, on est dans son monde. Et, voilà. Et donc, c'est vrai que c'est pas naturel, on a une paresse naturelle qui fait qu'on n'a pas forcément envie de se remettre en jeu comme ça à chaque fois. Et pourtant, il faut le faire. Alors, il faut le faire. On est obligé, on peut s'arrêter, on peut vivre de ses rentes si on en a, c'est pas mon cas, mais enfin, mais je veux dire, mais l'inquiétude permet de dépasser ça et de se dire, eh ben, j'y retourne. Et c'est peut-être ça qui ressemble le plus à la montagne d'ailleurs, c'est-à-dire que très souvent, en expérience de montagne, on revient en se disant, oh là, plus jamais, galère, là, il faisait la grêle, on a eu froid, l'onglet, truc, on a eu peur, machin, plus jamais. Et puis 3 jours après, on y retourne, quoi, voilà. Et on y retourne parce qu'il y a quelque chose qui vous porte vers ça. Et ça, c'est une forme pour moi, c'est lié à l'inquiétude. Donc je ne cherche pas du tout, mes proches le savent d'ailleurs, je dors très mal, je suis un peu agité, je ne suis pas du tout quelqu'un de calme. Et je pense que le calme serait plutôt, pour moi, synonyme de fin, quoi. Voilà. C'est pour ça que l'édition, comme la montagne, doit être une affaire de cordée et surtout une affaire d'amitié. Et on peut se référer au film de Christophe Rellard et au livre de Ludovic Escan de l'Ascension du Mont Blanc, où manifestement 2 auteurs emmenaient leur éditeur au sommet du Mont Blanc, et on sentait bien effectivement cette force qui unissait les uns et les autres. Oui, alors là, il faut ressortir la bouteille de Tokay parce que cette ascension a quand même été marquée par une forte alcoolisation générale. Et bon, c'est vrai que c'était sympa, mais voilà. On m'a dit, moi, on va pas manquer de munitions, là, c'est bien. Non, et c'est drôle d'ailleurs parce que on parlait de littérature de montagne, et finalement Ludovic nous a donné une grande leçon parce que avant d'être un livre, déjà ça a été un film. Tu as parlé de Christophe Rellard. Christophe a fait un film pendant cette ascension. Vous pouvez trouver sur YouTube. Ça s'appelle Mont Blanc en quête d'auteur. D' A-U-T-E-U-S. C'est un jeu de mots. Et donc, bon, l'idée c'était, voilà, on emmène ce garçon qui n'a jamais fait de montagne, qui n'est pas particulièrement doué pour ça. Il n'est pas particulièrement physiquement, il est assez fluet, il n'est pas très résistant, etc. Mais bon, il voulait absolument faire le Mont Blanc comme tous les gens qui, justement, ne font pas de montagne et qui se fixent essentiellement cet objectif. Alors, il a été pris en main par Sylvain Tesson, qui n'a fait évidemment que des conneries. C'est-à-dire qu'il a la première... il l'a emmené faire comme première course l'arête du doigt à la pointe percée.
heureusement, l'autre avait du Xanax dans les poches et il n'a aucun souvenir de l'ascension, mais il est arrivé en haut. Il mettait les mains dans les poches, il bouffait des trucs. Quand il arrivait à la brèche, là, dès la brèche, alors là, il y a un mur là, qui est un petit peu raide, avec beaucoup de gaz en dessous, avec des chasses d'eau dégueulasses qui pendent. Ben là, il a pris du Xanax à fond et il a réussi à passer le mur. Voilà, bon, donc après une série comme ça de traitements qui normalement ne se pratiquent que dans les geôles des pays totalitaires, je veux dire, ce pauvre Ludovic a fait une ascension avec nous. Donc on est parti, et alors c'est très marrant parce que pour nous, il y avait Sylvain, il y avait Daniel Dulac, moi et puis Christophe et Sylvain. Et donc, et nous, on a vu ça comme un non-événement. C'est-à-dire, bon, elle était faire le Mont Blanc, on l'avait tous déjà fait plusieurs fois, tout ça, bon, ben, très bien. Et on ne s'est pas rendu compte à quel point, pour quelqu'un qui n'avait jamais fait ça, ça pouvait être la source d'une transformation profonde, c'est-à-dire de quelque chose qui était pour lui majeur, quoi. Alors, il y a eu d'abord le film de Christophe. Et ce film commence dans ma cuisine avec un tire-bouchon, comme ça, et tout le long, c'est comme ça, c'était avant l'accident de Sylvain, donc à l'époque il était encore à un régime beaucoup plus... voilà. Et tout le long, c'est comme ça, voilà. Et ils l'ont projeté au Festival du film de montagne de Grenoble. Dans le grand truc, là, je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est très très grand, il y avait 3000 personnes, c'était immense. Et alors, on m'avait invité à y aller, et j'étais avec Ludovic, et il y avait 4 films dans la soirée. Le premier film, c'était un Suisse avec des bras comme ça, paf, paf, qui faisait vraiment des exploits, quoi. Enfin, c'était un grimpeur, je ne sais plus lequel c'était pas Hütchet, un autre, je ne sais pas, un truc formidable. Bon, très bien, je dis bon. Deuxième film, c'était un accident au Grand Batch, Vakalu, je ne sais plus où. Donc tragédie, affreux, machin, etc. Un truc poignant, etc. Troisième film, c'était les gars qui faisaient du windsuit, là et tout, les chauves-souris là qui se balancent et qui arrivent dans les pharmacies direct. Bref, donc on s'est dit, la vache. Ils mettent la barre très haut. Et le quatrième film, ça commençait avec le tire-bouchon dans ma cuisine. Et tout le truc était... elle pleurait de conneries, quoi. Enfin, c'était vraiment les pieds nickelés, quoi. Sauf que les pieds nickelés arrivent en haut. Bon, et voilà. Alors, moi je me tassais dans le siège, pendant que je voyais ça, je me disais, c'est la honte totale. Et puis la lumière se rallume, et là, tonnerre d'applaudissements, et le public avait complètement adhéré à notre truc. On a été beaucoup plus acclamés que les gars qui se cassent la tête à faire des exploits et tout. Parce que nous, on était, au fond, on peut s'identifier à nous. Voilà, c'était 4 pieds nickelés. Et qui finalement font quand même le job. Voilà. Donc ça a été la première alerte. On s'est dit, tiens, il y a quand même autour de la montagne une façon d'en parler qui peut-être, justement, permet d'être entendu. Et c'est vrai que toutes les publications sont souvent des publications autour, alors soit des accidents, soit des exploits, c'est-à-dire des choses auxquelles de toute façon personne n'aura accès parce qu'on ne pourra jamais égaler ce que font les gens qui sont dans l'extrême, etc. Là, on n'était pas dans l'extrême. Enfin, on était dans l'extrême, si, pour certaines choses, mais pas... Et alors, bon, déjà, ça nous a alertés. Et puis Ludovic, à la suite de ça, un jour, nous a dit, je vais écrire un livre. Alors là, on s'est dit, mais attends, écrire un livre, enfin, pour nous, encore une fois, c'était un non-événement. Et il a écrit ce petit bouquin, qui a eu beaucoup de succès, finalement, et qui a entraîné une adhésion très forte du public, justement, en familiarisant des gens qui n'ont pas de connaissances de montagne, qui leur permet de s'identifier, parce qu'au fond, c'est le Huron, quoi. C'est le gars qui arrive, qui n'y connaît rien, et qui va subir toute une série comme ça d'aventures dans lesquelles finalement tout le monde peut se... C'est vraiment
au fond, ce sont des procédés que les romanciers connaissent bien d'ailleurs. Hein. C'est des gens ordinaires avec des aventures extraordinaires. C'est un des ressorts du best-seller depuis très très longtemps. Voilà. Et ça a fonctionné très bien. Et ce livre est au fond un exemple d'une littérature de montagne différente, c'est-à-dire qu'effectivement n'est pas du tout consacré à l'exploit, mais qui quand même parle à un très large public. Et par exemple, on est allé au salon du livre de Nancy, qui est un immense salon de livre sur la place, là, qui est pratiquement le plus grand en France, où ils font il y a comme ça des conférences avec des centaines de personnes, pratiquement 800 personnes dans les grands salons, machin. On a présenté le livre de Ludovic, et il y avait Ludovic, Sylvain et moi, et Stéphanie d'ailleurs. On parlait de la montagne, et il y avait 800 personnes qui écoutaient ça et qui étaient passionnées, parce que justement, ça pouvait leur parler, parce que c'était accessible. Voilà. Et ça, c'est une leçon qu'il faut méditer. Voilà, et ça rappelle un peu le livre de Pierre Jourde, Le Tibet sans peine, qui était paru chez Gallimard également il y a plusieurs années, une dizaine d'années, qui avait été récompensé ici au salon de Passy. En tout cas, cette immortelle ascension amène à se poser un certain nombre de questions quant à la sécurité peut-être de cette cordée, et puis sur la notion peut-être de courage ou d'audace ou des raisons peut-être de faire ce type d'exercice. Ce qui est intéressant, c'est que dans l'action humanitaire, je pense qu'on peut vraiment parler de courage de l'action, dans la mesure où on met sa vie en péril, on fait un certain nombre d'actions au nom d'une cause, et avec l'intention d'apporter quelque chose au plus grand nombre de personnes qui sont en difficulté, alors que la pratique d'un sport dangereux comme l'alpinisme, mais ça peut être aussi la course au large, ou ça peut être aussi autre chose, c'est une mise en danger personnelle pour un concert égoïste avec le risque, avec le vide, ou avec finalement la volonté d'aller soi-même un peu plus haut que ce que l'on essaie d'envisager au quotidien. C'est deux choses différentes, cette notion de courage et d'audace. Est-ce que tu as eu l'impression de faire la distinction? C'est un vieux procès qui est fait depuis l'accident de Wimper au Cervin, c'est-à-dire ce qui est une espèce d'irresponsabilité hédoniste comme ça des alpinistes qui seraient des gens. Alors on a vu se rejouer cette question pendant le confinement, parce que moi j'étais confiné ici, il fallait se planquer parce qu'il y a les hélicoptères qui surveillaient, machin. Et un des arguments qui était donné pour surveiller la montagne comme ils l'ont fait, c'était de dire qu'il ne faut pas surcharger les urgences, qui n'ont jamais été vraiment surchargées en bas. Là. Enfin, en tout cas, donc il y a toujours cette idée de finalement vous allez vous amuser, puis vous prenez des risques pour les autres. Bon. Je ne sais pas où ça commence, parce que si on regarde les statistiques des accidents de montagne, c'est plutôt la randonnée. Hein. Enfin, parce qu'il y a plus de pratiquants, mais il y a aussi beaucoup d'accidents. Et je crois que près de 50% des accidents, c'est la randonnée. Donc on peut, voilà, on peut se faire très mal. Moi, je me souviens, une année, là, avec des amis, on était dans le glacier les séracs du géant, là. Et une de nos amies qui était là était albinos, un albinisme assez prononcé, mais ne voulait pas trop en tenir compte. Et alors, à un moment donné, en passant sur une crevasse, elle a été aveuglée et elle est tombée, elle s'est cassée la cheville. Et c'était l'époque où il y avait encore l'hôpital de Chamonix, c'est pas d'hier quand même. Et donc, elle s'est retrouvée dans un hélico, tout le truc, machin. Et elle s'est retrouvée à l'hôpital dans une chambre avec une autre dame qui avait des poulies partout, des trucs, des poulies, mais dans tous les sens, des tirées. Et alors, on est allé la voir, lui rendre baiser, et puis, au bout d'un moment, on explique que voilà, ça s'était passé en dessous du refuge du requin, que c'était voilà. Puis au bout d'un moment, comme on faisait quand même pas mal de bruit, on dit à la dame, et vous, madame? Elle dit, bah non, moi c'est en descendant du train du Montanvert à la gare, je me suis pris le pied dans une marche, dans une marche-pied, je me suis cassé tout. Voilà. Donc, si vous voulez, le risque, il est quand même partout. Alors, bien sûr, il y en a plus peut-être en haute montagne, mais enfin, il y a aussi beaucoup de risques partout. Et quand on regarde les pratiques, finalement, l'alpinisme est pour, je crois, 20% à peu près dans les accidents de montagne.
Et il y a le VTT, il y a le parapente, il y a la randonnée, encore une fois, première chose. Donc, bon, moi, je ne peux pas accabler quand même non plus ce sport. Et c'est quand même un sport qui, quand on le pratique à un bon niveau, s'accompagne nécessairement d'une connaissance et d'une sécurité que n'ont pas forcément des randonneurs, par exemple, qui s'aventurent dans des endroits sans équipement et sans savoir pourquoi ils vont. Moi, je suis assez... Enfin, disons, je ne veux pas trop... Mais c'est vrai que le parallèle que tu fais avec l'action humanitaire, c'est quand même un grand écart. C'est difficile de faire un lien entre tout ça. Ce qui est vrai, c'est que les qualités humaines, peut-être, sont transposables partout, sur différents terrains. Et que c'est d'ailleurs une chose assez intéressante de voir que finalement, les qualités de quelqu'un, par exemple son courage, ne peut s'exprimer qu'en fonction de l'époque dans laquelle il vit. Il est certain qu'un certain nombre des gens qui sont engagés aujourd'hui dans l'humanitaire, peut-être, auraient, dans d'autres circonstances historiques, se seraient retrouvés sur un chameau avec Henri, ou auraient été soldats de l'an 2, ou auraient fait la résistance. Enfin, c'est vrai. Et notre génération n'a pas connu ces guerres. Donc finalement, les guerres, on est allé les chercher ailleurs. Et au fond, probablement une volonté personnelle d'engagement et une certaine qualité peut-être en effet de générosité ou de courage s'exprime sous cette forme-là. Voilà. Et peut-être qu'elle s'exprime aussi en effet dans la montagne, c'est possible, parce que au fond ça met en jeu un peu les mêmes ressorts humains. C'est intéressant cette allusion à Henri de la Brosse qui est là, qui est l'un des sages de Saint-Gervais, et qui a été donc résistant et méhariste par devoir probablement, et qui ensuite s'est occupé de moutons par plaisir. Et ça montre bien que dans une vie, finalement, la vie est plurielle, et tout est intéressant et tout est important pour justement essayer toujours de s'élever au plus haut que l'on puisse faire. Et en ce qui concerne donc la façon de s'élever au quotidien, donc dans le monde de l'édition, il y a effectivement là à Paris donc l'académie qui a été dont les travaux sont suspendus actuellement. Oui, ben, on a tenu une dernière réunion, je crois, je ne sais plus, c'était au mois de mars et tout ça. On a quand même quelques aînés qui... je veux dire qu'il valait mieux mettre un peu à l'abri, notamment on a notre doyen, donc René Deobaldia, l'auteur de théâtre, qui a quand même qui a 101 ans, et qui a bon pied bon oeil d'ailleurs, mais justement pour qu'il reste. Ou le président Giscard d'Estaing qui reste actif dans tous les domaines, enfin dont il faut préserver la santé à tout prix. Donc on a interrompu les travaux. Mais l'autre jour, je suis passé à garer ma voiture, parce que pour moi c'est un des gros avantages d'être à l'académie, c'est de pouvoir se garer dans la cour. Et en traversant, j'ai rencontré Mme Clara-Dancos qui m'a expliqué qu'ils avaient réactivé la commission du dictionnaire, à laquelle je n'appartiens pas parce qu'il y a beaucoup trop de réunions et je ne peux pas le faire. Et qu'ils ont gardé la commission du dictionnaire. Voilà. Mais enfin, c'est vrai que pour le moment, tout est arrêté. René Deobaldia a écrit, selon lui, je pense, le plus beau vers de la langue française, qui est le jet gélatineux gêné dans le jasmin. Donc, effectivement. Donc, il peut effectivement avoir son fauteuil sur la scène. Il est délicieux. L'autre jour, parce qu'il a écrit, à l'âge, je crois, de 35 ans, un roman qui s'appelle Le Centenaire. C'est très amusant. Et qui commence, et il n'osait même pas imaginer qu'il avait 100 ans, puisque je crois que la première phrase du livre, c'est dans 2 ans, ou je sais pas, ou dans 2 mois, j'aurai 95 ans. Enfin, donc voilà, il se dirige vers le centenaire, il n'osait même pas imaginer ça. Et j'ai retrouvé ce livre qui appartenait, je crois, à ma mère, je l'ai retrouvé, et quand il a eu 100 ans, je lui ai dit, écoute, René, j'aimerais bien que tu me dédicaces ton livre, parce que l'année de tes 100 ans, quand même, c'est assez émouvant. Il m'a dit, si tu veux, alors je lui ai apporté le bouquin, donc il a pris le bouquin, et puis donc il met, voilà, pour Jean-Christophe, machin, etc.
Et puis il met le, pourquoi, 1er janvier 2120. Et je lui dis non, non, là t'es 200, non, c'est 200, c'est l'excès de vitesse, là, tu n'as que 100 ans, René. Et lui, il est parti pour 200, quoi. C'est formidable cette vitalité, mais il faut dire aussi que certains académiciens sont sportifs. Là, j'ai lu l'année dernière dans un livre de Gérard de Cortance, qui est un champion de 800 mètres parmi vous, donc, qui est Jean-Luc Marion, ce qui est un... Ah oui, ce qui est il y a longtemps, alors, parce que bah oui, c'est pour ça que je fais cette illusion-là. Et justement, le sport mène à tout, donc ça c'est vraiment réconfortant. Et si on en revient à Aurel, là, le fameux consul qui agite effectivement l'ensemble des pays et l'ensemble des ambassades, hein, des pays chauds, c'est formidable cette dénonciation des turpitudes des hommes sur un ton léger et d'une façon aussi toujours très goulégante aussi. Comment est venue cette idée d'anti-héros en fait? Alors je surveille l'assistante parce que en fait c'est un de mes collaborateurs, enfin c'était un de mes collaborateurs à Dakar, c'est-à-dire que qui était exactement comme ça et que d'ailleurs les diplomates qui l'ont croisé le reconnaissent tous. C'est sans doute la première fois où j'ai vraiment utilisé une seule personne pour m'inspirer, pour créer un personnage. Donc j'ai même pas eu besoin de transposer. Enfin, et quand j'ai pris mes fonctions, mon prédécesseur m'a dit, écoute, voilà, l'ambassade est formidable, tout le monde travaille beaucoup, on avait 300 collaborateurs, enfin, ils sont merveilleux. Bon, il y en a un qui peut-être te posera un peu plus de problèmes parce qu'il ne veut rien faire, ça ne l'intéresse pas, il compose des opéras dans son bureau, donc, et si on essaie de le faire travailler, il ne refuse pas, mais il plante le dossier, il fait des énormes conneries, bon, voilà. Donc je te conseille de rien essayer de faire. Donc c'est ce que j'ai fait. Et puis un jour, j'ai invité lui et sa femme pour un dîner à la résidence. Et on avait un piano dans la résidence. Donc je savais qu'il jouait du piano. Donc je lui ai dit, bah, on va mettre le piano. Et à ce moment-là, il nous a fait un truc formidable. Parce qu'il avait été pianiste dans des bars pendant des années avant de pouvoir... il disait voilà, c'était un Roumain d'origine qui avait été racheté à l'ouest par sa famille. Il avait payé pour l'exfiltrer à l'époque de Ceausescu. Mais bon, il avait payé, mais après il avait laissé se débrouiller, il n'avait rien comme formation sauf le piano, donc il jouait dans des bars. Et il disait, j'ai joué dans des bars, il avait un gros... jusqu'au jour où, un soir, ils étaient 3 autour de moi, et on m'a vomi dessus. Et là, j'ai fermé le piano, et j'ai dit, je veux devenir diplomate. Et en effet, il a passé un petit concours, il est devenu diplomate et il a fait une carrière où personne ne lui a vomi dessus, enfin, à ma connaissance en tout cas. Mais il ne l'intéressait pas du tout. Enfin, voilà. Et quand je suis rentré en fait de cette expérience d'ambassade, j'avais beaucoup d'histoires, parce que j'étais témoin de beaucoup de choses, et acteur même de beaucoup de choses. Et donc j'avais envie de raconter des tas de... Pour un romancier, c'est toujours tentant, évidemment, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on voit, c'est toujours mis quelque part dans un petit coin, et ça ressort. Mais il y a toute cette question, qui d'ailleurs se pose aussi avec la médecine, du devoir de réserve. C'est-à-dire, on n'est pas censé révéler ce qu'on a vu, comme après les études de médecine, on prête le serment d'Hippocrate, qui nous interdit de révéler ce qu'on voit en entrant dans les maisons. Et cette idée du secret, elle a toujours été très forte, donc c'est difficile quand on veut écrire de faire appel à ses souvenirs, quand on a en même temps prêté serment qu'on ne révélerait pas ce qu'on a vu. Donc il faut faire un détour. Pour les précédents romans, j'ai souvent fait un détour historique, c'est-à-dire que au lieu de parler du présent, je fais le détour par l'histoire, et au fond, quand les choses sont transposées au XVIIIe, au XIXe siècle, finalement, on peut se permettre de révéler des choses sans les rattacher au monde présent. Et là, c'était pareil. Je me suis dit, je vais utiliser un petit personnage, un double, au fond, qui va me permettre de raconter des histoires que je n'aurais pas le droit de raconter sans ça. Et le tout premier que j'ai écrit, parce que, bon,
c'était un peu expérimental, j'ai fait ça pour m'amuser, je voulais le faire sous pseudo, ils n'ont pas voulu, mais bref. J'ai montré ça chez Gallimard, le tout premier, le suspendu de Conakry, là. C'était une histoire que j'avais vécue, c'était l'assassinat d'un Français dans la marina de Dakar, en fait, moi je l'ai mis à Conakry, mais ça se passait à Dakar. On avait arrêté sa copine en pensant que c'était ça, et en fait c'était plus compliqué, c'était lié à certaines actions de nos services pour surveiller les bateaux qui font le trafic de drogue entre la Colombie, enfin l'Amérique du Sud et l'Afrique. Donc il y avait toutes ces pièces, si vous voulez, étaient là, elles étaient authentiques, elles étaient le fruit, disons, de mon expérience, et je les ai finalement mises à la sauce Aurel. Voilà. Et j'ai montré ça chez Gallimard. Alors ils ont regardé ça comme une poule regarde un couteau, et ils m'ont dit mais qu'est-ce qu'on va faire de ça? J'ai dit mais c'est une série. Là ils m'ont dit c'est une série mais il n'y en a qu'un. Tu sais, les éditeurs ne vont pas chercher forcément très loin, donc j'ai dit bah, je vais en faire un deuxième. Donc j'en ai fait un deuxième, et là j'aurais montré. J'ai fait le deuxième, donc les 3 femmes du consul. Et ils m'ont dit ah oui donc c'est une série. J'ai dit voilà c'est exactement ça. Et donc on a décidé de le faire chez Flammarion. Bon, enfin c'est pour avoir disons que ce soit différent quoi. Et moi je me suis dit bon on verra bien. De toute façon on l'a gardé. On a attendu 4 ans pratiquement pour le sortir. Et puis finalement, comme moi j'aime beaucoup ce petit personnage, les lecteurs ont aimé aussi. Et du coup, je continue. Et c'est vrai que maintenant, quand je me balade, j'emmène Aurel. Et on me le demande en plus, parce que les diplomates sont un peu maso. Et là, j'ai reçu des demandes en disant, mais venez mettre Aurel chez nous, etc. Donc là, bon, déjà, je vais aller en Roumanie là, au mois de septembre pour lui donner un peu des origines, enfin pour creuser ses origines, essayer de lui trouver des cousins. Enfin. Et puis surtout, j'ai plusieurs pays où je vais aller. Et c'est assez rigolo parce que finalement, ça permet de mettre en scène, pour moi, en tout cas, tout un tas de questions autour notamment du fonctionnement des ambassades, autour des questions internationales. Donc, le premier, c'était justement, au fond, répondre à cette question, pourquoi des gens sont prêts à prendre énormément de risques gratuitement pour servir la France, finalement, comme honorable correspondant. Vous savez, les services secrets français utilisent, et tous les autres d'ailleurs, utilisent beaucoup de gens qui ne font pas partie des services, mais qui sont juste des bénévoles, qui au fond veulent et qui prennent beaucoup de risques. C'est souvent ceux qu'on sacrifie d'ailleurs en premier. Donc c'était autour de ça, cette question aussi du trafic de cocaïne en Afrique. Le deuxième, c'était plutôt le trafic d'ivoire, et puis c'était inspiré d'un personnage que j'avais rencontré au Burundi quand j'étais allé il y a 3 ans. J'étais dans un hôpital de Brousse là-bas et j'avais séjourné à Bujumbura pendant quelques jours. Et on m'avait mis dans un hôtel en attendant que je parte en Brousse. Et l'ami qui m'avait trouvé cet hôtel m'avait dit, tu vas voir, il est formidable cet hôtel, mais il n'y a personne. Je lui ai dit pourquoi? Mais il m'a dit, tu verras, tu vas vite comprendre. Et je suis arrivé et il y avait le patron qui était un vieux colon, savoyard d'ailleurs, de la vallée de l'Arve là et tout. Il porte un nom bien d'ici. Qui était très, très alcoolique, enfin vraiment le vieux colon, mais vraiment de caricature, enfin avec servi par des filles, des noirs, des filles qui venaient lui apporter son whisky en se penchant, alors avec des mamelles, ça le calmait, plus ça je pense cette vision que le whisky même. Et toute la journée, il avait une télécommande et il changeait la couleur de sa piscine. Et bon, il y avait tout un tas d'autres histoires autour de lui, je ne vais pas raconter tout ça, mais et je me suis dit, bah toi mon pote, tu vas te retrouver un matin flottant dans ta piscine et on va commencer le roman comme ça, et on va mettre Aurel là-dedans. Voilà, et c'est sympa. Et l'Azerbaïdjan, ben, moi j'ai mon fils qui travaille, enfin travailler, le mot est un peu fort parce qu'il est à l'ambassade, et il est directeur de l'Institut français. Et donc je lui ai rendu visite plusieurs fois. C'est vrai que c'est un pays assez formidable qui a voilà, et j'ai croisé ça avec une autre histoire qui au fond permettait de questionner au fond ce que sont aujourd'hui les ambassadeurs, ce qu'ils sont devenus finalement, parce que ce sont des gens qui gardent un prestige. Il y a toujours le côté prestigieux.
Ferrero Rocher et autres. Mais en fait, derrière ça, il y a une sorte de déclassement quand même, tout à fait réel. Par exemple, pour les ambassadeurs en Europe, les ambassadeurs de France, par exemple, en Europe, les choses passent au-dessus de leur tête parce que les chefs d'État se parlent directement, si vous voulez, il n'y a plus besoin d'ambassadeurs sur place. Pour les ambassadeurs qui sont loin, finalement, leur rôle aussi est un peu dévalorisé. Et ils sont soumis à des tentations importantes, c'est-à-dire que ce sont des gens qui sont, comme le pilote d'avion, ils sont embarqués, ils sont quelque part, et quand ça tourne mal, moi je l'ai vécu à Dakar par exemple, à plusieurs reprises, dans des périodes de grande tension diplomatique, je savais que je pouvais être pris pour cible, vous savez, le camion qui traverse la route et qui vous écrase par inadvertance, bon. Donc il y a cette espèce de vulnérabilité à tout d'ailleurs, c'est la vulnérabilité donc, au risque, à l'attentat, etc. Mais aussi vulnérabilité à la tentation, c'est-à-dire à l'achat. Et moi j'ai vu par exemple à Rio, quand j'habitais au Brésil, j'ai vu à Rio des consuls, enfin c'était un consul que je parle, devenir fou parce que Rio c'est une ville de fric avec les grosses bagnoles, les filles, les jeux, etc., la drogue, ce que vous voulez. Et le petit fonctionnaire, parce que finalement ce ne sont pas des gens, et il peut être soumis à des tentations très très fortes là-dedans, et peut être d'une certaine façon acheté. Et je trouvais intéressant dans un pays comme l'Azerbaïdjan où il y a de très gros enjeux de contrats, notamment pétroliers bien sûr, de voir que l'ambassadeur était sans doute pas capable à lui seul, si vous voulez, de faire que le contrat aille dans tel ou tel coin, mais qui pouvait fausser le jeu, on pouvait l'acheter. Si vous avez l'ambassadeur dans votre poche, vous avez un pion, vous avez un atout par rapport aux autres dans une affaire de contrat. Donc ça m'intéressait. Donc si vous voulez, en me baladant avec Aurel, ça me permet à la fois de recycler des histoires que j'ai à raconter, et puis d'envisager comme ça des aspects que je trouve intéressants de ce métier, que j'ai pratiqué finalement peu de temps, hein. J'ai été ambassadeur pendant 3 ans, mais enfin dans un très gros poste, donc ça m'a permis quand même de voir bien comment ça fonctionne. Puis j'avais eu d'autres expériences avant, j'avais été attaché culturel de coopération au Brésil, j'étais dans des cabinets ministériels, donc c'est quand même un milieu que je connais un peu, et qui est très romanesque, voilà, au fond. Oui, on pense tout à fait à Bartleby, le scribe d'Herman Melville, qui est le scribe qui n'écrit rien parce qu'il préfère ne pas le faire. Et c'est tout à fait plaisant. Et en tout cas, ces enquêtes du consul nous permettent de voyager, d'une part, sans trop se fatiguer, pour ce qui est de notre connu. Et puis, surtout, cela permet aussi de comprendre un certain nombre de messages sur la vie et les bouleversements du monde et sur les enjeux géopolitiques. Et d'une façon tout à fait différente de ce qui était décrit il y a une vingtaine d'années dans l'Empire et les Nouveaux Barbares, qui mettait en évidence effectivement les modifications de concepts qui se déplaçaient depuis l'axe est-ouest vers l'axe nord-sud. En tout cas, merci beaucoup de cette conversation. Peut-être qu'il y a des questions dans l'Assemblée, hein. On salue au passage les représentants des éditions Guérin qui ont fait le déplacement de Chamonix pour venir s'oxygéner au plateau d'Assy au-dessus de la mer de pollution. Oui, une question ? Je suis ravi de vous avoir écouté longtemps. Merci. Vous êtes à peu près du même âge. Et moi, tout dans ce monde d'ascension au sommet, il se trouve que je suis plutôt le guide de Mégève, vous voyez. Je suis le guide de leader. C'est vrai que des fois on a le beau rôle, on n'est pas toujours coupable. Mais je vous ai suivi surtout par le fait que vous avez été ce qu'on appelait les French Doctors. J'ai été un alpiniste pas trop mauvais, j'en fais beaucoup ici. J'ai 77 ans. Et moi j'ai une déviance, si vous voulez, au niveau de l'éthique, au niveau du plaisir, de la rencontre, du compagnonnage dans l'humanitaire. C'est-à-dire, j'ai été au Pile il y a 35 ans. J'ai craqué pour ça. Il y a plein de guides.
je voudrais les rehausser un peu parce que vous nous avez taquinés. Il y a plein de guides qui ont fait des basculements sentimentaux pour aider au Népal, pour aider chez des gens. Et si vous voulez, je trouve qu'il peut y avoir, on peut rejoindre une espèce de sérénité, c'est pas sérénité, parce que moi je suis au Mali actuellement, puis le go avec l'épaule, c'est chaud. Mais, heureusement il y a les portables, il y a une espèce de communion, de spiritualité, avec un peuple qui a été animiste, qui est musulman maintenant. Et je pense que vous pouvez aller encore plus loin. Merci. Merci à vous. Non, mais c'est vrai, enfin, j'ai pas du tout voulu m'en prendre au guide, hein, parce que c'est une corporation que je respecte énormément. Mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup, enfin, j'en connais plusieurs en tout cas, qui sont très engagés vers le Népal, etc., enfin, ou vers d'autres pays. Enfin, pays de Gand, vous avez du courage parce qu'en ce moment, comme vous dites, oui, c'est tellement chaud que enfin, je m'étonne même que vous puissiez encore vous y balader parce que c'est. Depuis 2013, Voilà. je suis président d'une petite ONG, je ne prendrai pas la responsabilité d'envoyer une mission physique. C'est ça. Ah, voilà, Et ça marche avec 2 emails et les portables. Voilà, c'est ça. Oui, c'est ça, parce que, ça me rassure parce que effectivement il y a eu. C'est-à-dire que tout le monde n'a pas eu votre prudence. Hein. D'ailleurs, la preuve, c'est qu'il y a une femme qui est otage encore là-bas parce qu'elle n'a pas voulu. Mais d'ailleurs, enfin, moi, j'ai souvent eu cette conversation. Il y a des. Bon, vous avez vraiment pris conscience du danger, peut-être parce que justement vous êtes guide. Et il y a beaucoup de gens qui sont engagés dans les associations et qui ont l'impression de très bien connaître, par exemple au Niger, ils disent on connaît très très bien le village, on connaît, tout le monde nous connaît, on est très bien accepté, etc. Ils ne se rendent pas compte d'une chose, c'est que les attentats qui visent des étrangers, des Européens, peuvent se pratiquer à partir de bases très éloignées. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui peuvent faire 200 km en commando pour venir soit prendre quelqu'un en otage, soit le tuer, etc. Et donc le fait que vous soyez bien intégré dans votre petite communauté, si vous voulez, ne vous protège pas du tout d'une action lointaine. Enfin, donc ça, c'est d'ailleurs bon, le gros problème de l'humanité aujourd'hui, c'est que finalement, il y a de plus en plus de territoires qui sont inaccessibles. En fait, c'est-à-dire les endroits où les besoins seraient les plus grands, finalement, sont ceux dans lesquels les risques sont aussi les plus grands. Et donc, moi j'ai dirigé, par exemple, j'étais président de l'Action contre la faim pendant plusieurs années. C'est vrai que quand vous prenez la responsabilité, parce que c'est une responsabilité morale, mais aussi pénale, hein, finalement, d'envoyer, je sais pas, des jeunes comme ça dans un endroit où vous savez que les risques sont majeurs, ben c'est vrai qu'on y réfléchit à 2 fois. Et du coup, il y a de plus en plus d'endroits où on ne peut agir que de façon indirecte. Et c'est évidemment, ça contribue à... Je crois qu'il y a une... Oui, Simone. Oui, voilà, vous avez montré que vous étiez l'homme de très nombreuses vies différentes. Vous avez écrit dans Léopard sur le Garot quelque chose qui m'a interpellé. C'est que vous étiez conscient d'avoir plusieurs vies et que vous aviez l'impression de rouler votre pied de plus en plus haut dans la montagne. Est-ce que vous êtes arrivé en haut? Non, mais alors justement, c'est ça l'idée, c'est que au fond, peu importe, il n'y a pas de en haut, quoi. Il n'y a pas de sommet. Le sommet n'importe pas. Au fond, c'est le chemin. C'est vraiment le chemin. D'ailleurs, pour Compostelle, c'est ce qui m'avait frappé aussi. Et finalement, alors là, c'est pas la verticalité, c'est tout à fait horizontal, mais le chemin de Compostelle, c'est un chemin orienté. Donc on va quelque part, on va vers quelque part. Et au fond, quand on a l'impression d'avoir atteint la fin, c'est-à-dire la ville elle-même de Saint-Jacques, ben, on n'a rien atteint du tout parce que, en général, je parle pour moi, mais j'ai partagé cette expérience avec beaucoup de gens, on est un peu déçus parce que finalement on se dit ah bon, c'est l'arrivée, c'est ça. Alors, bon, déjà, Compostelle, si vous voulez, c'est lourd, quoi. Enfin, il y a des... c'est envahi, les marchands sont dans le temple partout, ils vous vendent des coquilles Saint-Jacques sous toutes les formes possibles. Donc, voilà, il y a un type qui, je ne sais pas s'il y est toujours, mais enfin, quand je suis allé, il y avait un type qui jouait de la cornemuse, très mal, sous une espèce de porche, ce qui fait que vous êtes là,
vous voudriez avoir une certaine émotion spirituelle, mais vous avez dans les oreilles un mec qui vous pollue complètement avec sa cornemuse, et vous dites merde, je suis pas venu pour ça. Vous êtes mal placé, maltraité par rapport aux gens qui sont venus en avion avec des tours opérateurs qui ont réservé leur place et tout. Vous avez fait 800 bornes à pied, mais on vous fout tout à fait derrière un pilier, vous voyez rien, etc. Enfin bref, on est un peu déçu. Et il y a un moment où on se dit, finalement, le but du chemin, ça n'est pas la fin. Le but du chemin, c'est le chemin. C'est-à-dire qu'en fait, et c'est pour ça d'ailleurs que les gens repartent, et le font souvent plusieurs fois, c'est parce qu'au fond, bien sûr, on va vers un endroit, mais cet endroit n'est pas la fin. Et je pense que c'est la même chose pour la montagne, c'est-à-dire que le sommet, la notion de sommet, enfin, en tout cas de façon métaphorique, comme vous le dites, Simone, c'est pas... je ne me vois pas, sauf le point ultime de ma vie, mais je ne vois pas un moment où je me dirais, voilà, ben, je m'arrête. C'est un grand danger, parce que, notamment avec les honneurs. Hein, les honneurs, Jean d'Ormesson en parlait très bien, il disait, au fond, pour ne pas être entravé par les honneurs, il faut les avoir eu tous et très tôt. Mais il y a un petit côté comme ça, c'est-à-dire que quand on vous met un habit brodé sur le dos, qu'on vous donne une épée sur le côté, puis qu'on vous explique que vous appartenez à une communauté qui existe depuis 4 siècles, etc., mais il y a un très grand risque de se dire, voilà, je suis arrivé, vous prenez 15-20 kilos, et puis vous êtes arrivé, en effet. Et ça arrive, c'est-à-dire que je vois sur certains de mes confrères, ça arrive, mais moi je me suis tout de suite dit, quand je remplis ces fonctions, si par exemple, je sais pas, on a des discours à faire, des choses, on accueille des délégations, etc., on doit intervenir, moi je mets le costume, j'aime beaucoup d'ailleurs le mettre, c'est très agréable, on a l'impression d'être revenu à l'époque napoléonienne. Donc je mets le costume, je fais le job, mais quand je sors de là, je raccroche le costume et puis j'oublie. Et parce que j'ai toujours refusé de considérer que c'était un moment de... C'était la fin, quoi. Donc il y a... Non, il n'y a pas l'intention de m'arrêter, je suis désolé de vous dire ça. C'est vrai. Je crois que c'est pas moi qui roule la pierre. Non, mais c'est toujours bien que la pierre, à un certain moment, roule dans le sens inverse et qu'il y ait incisif qui la fasse rouler dans le sens inverse, parce que c'est aussi une façon de se garantir contre la vanité des positions. Et puis aussi, ça peut éviter aussi d'être obligé de réajuster le pantalon brodé tous les 10 ans. Non, mais alors justement, Alain Decaux me disait, par exemple, j'aimais beaucoup Alain Decaux, qui était un homme absolument délicieux. Et chaque fois qu'on était dans des cérémonies où on s'habillait tous, et tout ça, parce qu'on a il y a 2 dames qui sont là pour nous habiller, moi je refuse, parce que j'ai dit, laissez-moi tranquille, je peux fermer mon pantalon tout seul, je ne suis pas là. Mais c'est vrai qu'à partir d'un certain âge, il peut y avoir... Bref, donc, et lui me disait, toi, il me disait, je suis très fier parce que je suis entré il y a, je ne sais plus, il avait 30 ans, et il me dit, je peux toujours mettre mon pantalon. Et donc, c'est des propos de vestiaire qui s'échangent comme ça. Et il me le disait à moi, je pense qu'effectivement, c'était à moi qu'il le disait. Et il ne le disait pas forcément aux autres. Et donc, bon. La pierre, si vous voulez, le danger dans cette pierre qui roule, c'est de ne pas se faire écraser par la pierre non plus. C'est-à-dire que quand elle prend une certaine dimension, il y a un danger d'être enseveli sous... C'est une des grandes difficultés. C'est une difficulté d'ailleurs, au-delà de la vie sociale, c'est une difficulté créatrice. C'est-à-dire que pour un livre nouveau, il faut à la fois être fidèle à ce qu'on a fait et en même temps se renouveler, ce qui est très très difficile. C'est Roger Vaillant, un auteur qui est un peu oublié aujourd'hui, mais que j'aime beaucoup, qui disait ça. Il disait, quand vous prenez une feuille de papier, vous tracez une ligne. Cette ligne, vous la mettez à peu près où vous voulez, quoi. Elle est au hasard. Quand vous allez tracer une deuxième ligne, la deuxième ligne ne sera pas tout à fait n'importe où. Elle sera quand même fonction de la première. Puis quand vous en avez fait 200, ben la dernière ligne, elle est là, elle ne peut pas être ailleurs, parce que... Voilà. Et donc c'est vrai qu'au bout d'un moment, il y a des rails comme ça dans l'existence, un peu comme dans un chemin de montagne, c'est-à-dire qu'il y a des ornières, des rails dans lesquels on est conduit à revenir tout le temps. Et c'est de plus en plus difficile d'en sortir. C'est pour ça que moi j'ai fait des choses
ce n'est pas forcément une bonne idée d'ailleurs, mais j'ai fait des livres très différents les uns des autres, j'ai fait des livres contemporains, des livres historiques, des polars, enfin, un livre d'anticipation, etc. Parce que ce n'est pas pour dérouter le public et tout, c'est parce que c'est pour sortir de l'ornière, c'est pour sortir de la... Et quand j'ai eu le Goncourt, par exemple, avec un livre historique, Rouge Brésil, c'était le grand danger. Et on est tous saisis un peu par la panique quand on a ce prix, parce que c'est vrai que le danger, surtout les éditeurs sont comme ça, à partir du moment où vous avez fait un succès avec tel genre, eh ben, vous restez dans ce genre, quoi. Et en fait, il faut beaucoup d'efforts, une certaine volonté, mais c'est en même temps salutaire, je pense, de rebattre les cartes et de faire des choses différentes. Et c'est vrai que moi, quand je vois les jeunes confrères qui écrivent, qui ont des succès, souvent avec premier livre, deuxième livre, etc., je leur dis, quitte à passer pour un vieux tromblon, mais je leur dis, attention, ce qui compte, c'est de durer, quoi. C'est de durer, et durer, c'est pas simple, parce que il faut se renouveler. Alors on peut choisir aussi de faire toujours le même livre. Hein. Patrick Modiano écrit le même livre depuis 40 ans. Il a eu le prix Nobel quand même. Hein. Mais c'est vrai que là, c'est un choix, quoi. C'est un choix. On parlait tout à l'heure d'Alain Decaux. Je rappelle qu'il s'est marié à l'église du Plateau et que son âme plane souvent autour de Saint-Selmoz et du quart des Contamines montjoie, puisque quand il est arrivé à la gare du Fayet, il le raconte dans ses mémoires, il a pris le quart des Contamines pensant que c'était le quart des contaminés. Oui, j'ai une petite voix, mais bon, juste un petit commentaire et une petite question. Le commentaire, je suis à Paris, votre voisin, puisque je travaille à la Société d'encouragement pour l'industrie nationale. Et rue Bonaparte, il y a une bibliothèque que j'aime bien, c'est celle d'une autre académie, médecine ou chirurgie, 800 000 livres quand même. Bon, donc ça c'était juste le commentaire, et puis j'apprécie votre humour d'altitude. Voilà. Et la question, vous avez cité Jean d'Ormesson, est-ce qu'il s'intéressait à la montagne? Alors, bon, c'était pas un sportif. Enfin, il aimait plus la mer dans la mesure où il passait ses étés en Corse, essentiellement, à se baigner, avec une véritable mystique, on pourrait dire, de la Méditerranée, quoi. Enfin, c'était quelqu'un qui était, mais à ma connaissance, non. D'ailleurs, il y a assez peu d'académiciens. Moi, quand j'avais fait mon discours d'entrée, je leur avais dit, parce qu'il y a des marins, beaucoup de marins, il y avait le commandant Cousteau, El Corsena, des marins. Des montagnards, il y en a peu. Et quand j'ai succédé, moi, donc je suis au fauteuil 28 avec Henri Troyat, évidemment, j'avais eu l'espoir qu'il ait pu avoir une activité de montagne. Il avait écrit La neige en deuil, qui se déroule donc à Chamonix, autour du Malabar Princesse, l'accident du Malabar Princesse, etc. Mais j'ai été très déçu de constater que en fait, il avait une connaissance de tout ça que par sa femme, qui était la veuve d'un médecin de Chamonix. Et qu'il avait traîné, vraiment traîné, sur les sentiers ici, mais c'est pas du tout un montagnard. Et je pense que Jean était pareil, quoi. Enfin, c'était vraiment un homme de la mer, quoi. Enfin, profondément. C'est Michel Serres qui a été montagnard. Michel Serres était plus montagnard, oui. Oui, Michel Serres, c'est vrai. Il a même fait la préface là, qui est sur la compagnie des guides de Saint-Gervais. D'autres questions? Oui, Gilles Mossière, qui vient du Canada exprès pour cette conférence. Merci. Et du camping de Passy. Ouais, merci pour tout ça, monsieur Ruth. Un livre dont vous n'avez pas parlé, c'est Le parfum d'Adam, dans le monde des virus, de la défense des animaux, du terrorisme, de la surpopulation et des problèmes de survie de l'humanité. Est-ce qu'on vous en parle? Parce que c'était quand même un petit peu prémonitoire ce que vous aviez écrit dans ce livre. Est-ce que vous pouviez dire quelque chose là-dessus?
Merci d'abord de vous souvenir de ce livre. En fait, moi j'ai souvent abordé des sujets un peu avant tout le monde. Katiba, c'était pareil, c'était le terrorisme dans ACMI, tout ça, enfin, au Sahara n'était pas encore vraiment d'actualité. J'ai toujours essayé de me situer un petit peu avant, ce qui n'est pas une bonne chose d'ailleurs, parce qu'en général personne ne voit de quoi il s'agit à l'époque, et puis après on oublie. Alors voilà, mais en fait, ce qui m'avait motivé moi pour écrire ce livre, c'est qui effectivement est consacré en fait à la question au fond de l'écologie radicale. La question c'était l'écologie, c'est merveilleux, c'est très bien, etc. Mais comme toute idéologie, quand on la pousse à l'extrême, elle peut devenir un peu terrifiante. Et il y a une littérature il y avait eu un livre de Luc Ferry d'ailleurs sur le nouvel ordre écologique là-dessus. Il y a toute une littérature écologiste radicale, américaine, anglaise, scandinave, qu'on ne connaît pas ici, qu'on ne connaissait pas ici, et qui était assez effrayante. C'est-à-dire que le choix a été fait par ces gens-là, si vous voulez, au fond de défendre la planète contre l'être humain. C'est-à-dire qu'il y avait une sorte d'anti-humanisme et qui pouvait à un certain moment faire un peu peur. C'est-à-dire que avec notamment cette question de la population. On est tous d'accord que la population mondiale est très pléthorique et que ça pose beaucoup de problèmes. En même temps, il faut faire attention à ce qu'on dit autour de ça. Même le commandant Cousteau, vous voyez, qui était un brave homme, qui n'était certainement pas du tout un criminel, quand on lui demandait combien il faudrait qu'il y ait d'êtres humains sur la Terre, il disait 400 millions, ça suffirait. C'est bien, mais qu'est-ce qu'on fait des autres ? Et qui sont les autres ? Et Yves Pacalet, qui a été son adjoint, et qui est savoyard d'ailleurs, qui est point d'ici, a quand même écrit, qui est dans la ligne de Cousteau, a quand même écrit un livre qui s'appelle « L'humanité disparaîtra, point, bon débarras ». Et je trouvais que, si vous voulez, autour de ces questions écologiques, s'il n'y avait pas en même temps une dimension humaniste, s'il n'y avait pas en même temps une dimension de respect de l'espèce humaine, si vous voulez, on pouvait aller vers quelque chose d'extrêmement inquiétant, voire criminel, quoi. Et que les Khmers verts... Enfin, donc moi j'ai mis ça en scène à ce moment-là, avec effectivement toutes ces thématiques de l'épidémie. Mais bon, voilà. Non mais les romanciers sont comme ça, c'est-à-dire qu'ils mettent souvent... surtout quand il s'agit de faire un petit peu d'anticipation, il y a eu souvent, on peut souvent trouver dans les romans au fond, la répétition générale de choses qui se produiront par la suite. Il y a eu, on l'a raconté pour le virus, là, il y a eu des romans très très prémonitoires. Sur le 11 septembre, il y avait aussi un roman américain qui décrivait exactement les choses. Je pense que c'est bien, c'est de savoir que, au fond, l'imaginaire a une puissance d'anticipation, ce qui ne veut pas dire que forcément tout ce qu'on imagine se déroule, mais je pense que, vous voyez, pour avoir fréquenté les politiques longtemps, notamment dans les fonctions diplomatiques, j'ai toujours été frappé par leur manque de... Et ils ne peuvent pas faire autrement, ils sont pris dans le quotidien, leur manque d'anticipation. Les politiques sont vraiment dans le jour le jour. Et finalement, si on cherche un peu des perspectives, je dirais, bon, pour le futur, ben, je pense que les romanciers peuvent parfois être tapés plus juste, quoi. En tout cas, j'espère. On a Bernard Ami qui voulait poser une question. Bernard Ami est spécialiste de neurosciences, donc peut-être qu'il pourra nous dire quels sont les neurotransmetteurs qui poussent Aurel à ne rien faire. Non, je voulais juste revenir sur le thème du sommet. Bon. Je crois me souvenir que Thierry Deluca a dit que le sommet est une impasse. Donc, si les honneurs sont des sommets, est-ce que vous considérez que les honneurs sont des impasses? Alors qu'il me semble quand même que derrière les honneurs, derrière tout ça, il y a quand même un concept important qui est celui de la reconnaissance sociale du groupe auquel on appartient. Et cette reconnaissance sociale est importante, surtout à certains moments de nos existences. Je ne vais pas parler de neurotransmetteurs, mais là, on commence à entrer en jeu, justement. Voilà. C'est vrai. Donc, il me semble qu'il ne faut quand même pas rejeter cette reconnaissance sociale.
Non, vous avez tout à fait raison, moi j'y rejette pas du tout. Mais si vous voulez, après, vous savez, c'est comme quand vous travaillez dans une pâtisserie, au bout d'un moment, vous mangez plus d'éclairs, quoi. C'est-à-dire que quand vous êtes ambassadeur, vous décorez des gens pratiquement tous les jours. Vous mettez des légions d'honneur, des ordres du mérite, des machins, et vous êtes du côté, si je puis dire, du producteur, vous voyez, pas du consommateur. Donc c'est vrai que, et moi j'ai remis une quantité de décorations, une quantité de gens, c'est très important pour eux, notamment à l'international, parce que au fond c'est une façon, les gens ils sont très sensibles, en particulier dans les pays francophones, pour eux l'ordre du mérite, ou la Légion d'honneur, ou les arts et lettres en Afrique, ça a une valeur considérable, donc il ne faut pas du tout le négliger, simplement au bout d'un moment, si vous voulez, voilà, pour soi-même, on est peut-être moins sensible à ça. Mais c'est vrai que, enfin, c'est très intéressant de voir que nos décorations, par exemple, c'est assez français les décorations. Il y a d'autres pays, mais les Français, les Anglais, mais les Américains ne connaissent pas tellement ça. Nous, on a ça, et puis on a ces décorations, notamment la Légion d'honneur, évidemment, véhiculent tout l'imaginaire napoléonien. C'est-à-dire que donc la France, en quelque sorte, se propulse comme ça, se projette à l'étranger par le biais de ses décorations. Ce qui peut donner lieu parfois à des choses assez drôles. Une fois, j'ai remis comme ça, c'était donc au Sénégal, j'ai remis une Légion d'honneur. Et il y avait dans l'entrée de ma résidence, il y avait un immense tableau, je ne sais pas trop bien ce qu'il foutait là, sur la bataille d'Iéna. Bon, quoi, on ne sait pas trop. Et donc je faisais souvent référence comme ça, bon en tout cas à Napoléon bien sûr, mais aux valeurs de la République, etc. Et donc je fais un discours pour le récipiendaire autour des valeurs républicaines, etc. Alors il me répond, et donc il ouvre un petit papier, et puis il s'approche du micro, donc c'est un Africain, un Sénégalais musulman, qui arrive près du micro et qui dit, monsieur l'ambassadeur, voilà, je tiens à vous remercier beaucoup, ainsi que le gouvernement français, ainsi que le machin, et je voudrais associer à l'honneur qui m'est fait mes deux épouses. Et là, c'est vrai que les valeurs républicaines, tout d'un coup, patauchent, vous voyez. Vous n'avez prévu qu'un bouquet de fleurs, bien sûr. Et il faut savoir s'adapter. Mais malgré tout, il avait beau avoir deux épouses, il est tout à fait pratiquant de sa religion, il était très sensible à ça. Donc, vous avez raison, faut pas, moi je ne crache pas du tout là-dessus. Et si vous voulez, comme je l'ai dit, par exemple pour l'Académie, je trouve que c'est une institution qu'il faut absolument défendre, parce que c'est la plus vieille institution de la nation, même pas de la République, puisqu'elle a été créée en 1635 par le cardinal de Richelieu, et qu'elle crée une sorte de tunnel sous l'histoire, comme ça, qui nous met en relation avec des gens qui ont fait parfois de grandes œuvres, parfois pas. Ce qui a été, il y a ce que Jules Renard appelait le commun des immortels, c'est-à-dire des gens qui finalement sont là mais qui n'ont pas fait forcément grand-chose. Bah tant pis, c'est comme ça. Il y a des périodes fastes, des périodes moins brillantes, mais au fond. Peu importe, c'est quand même un ciment identitaire de la nation. Et on n'en a pas beaucoup, nous, parce que les Anglais, par exemple, ont conservé beaucoup plus leur tradition. Ils ont une monarchie qui est là, qui articule quand même la mémoire, on pourrait dire, du pays. Nous, on a balayé tout ça avec la Révolution. On a conservé les instituts, enfin l'Institut et les académies, en particulier la nôtre. Mais moi, je pense qu'il faut la faire vivre. Mais pour la faire vivre, il faut justement qu'elle soit dans la vie. C'est-à-dire que si vous êtes trop à l'écart de la vie, si vous êtes dans votre tour d'ivoire, etc., c'est pas une manière de la faire vivre, c'est au contraire. Et moi, je suis très content quand je vois que les livres de mes confrères se lisent, qu'il y a des, parce que sinon, ça ne remplit pas son rôle. J'entends parler de Jean d'Ormesson, mais jusqu'à la fin de sa vie, vraiment, il a été présent dans les médias, partout. Et ça nous a fait un bien fou. Il respectait tout à fait l'Académie, mais il la faisait rayonner ailleurs que sous la coupole. C'est bien gentil la coupole, mais voyez, à 400 personnes, c'est pas ça qui va. Je veux dire, il faut aller au-delà. Pour ce qui est des décorations, tu aurais pu décorer ton héros Edgar, parce qu'il a eu cette fois la même épouse, ça aurait coûté beaucoup moins cher en fleurs.
tout cas, il y a toujours beaucoup d'efforts derrière les décorations et derrière les récipiendaires. Et puis, il y a parfois aussi beaucoup d'orgueil à les refuser. Oui, oui. À refuser les honneurs. Pensez-vous que la coupole soit davantage ouverte aux femmes, à l'avenir? Je suis un grand militant. C'est moi qui ai reçu Dominique Bonin, tout ça, j'avais fait un discours là-dessus. C'est désespérant cette histoire, parce que, si vous voulez, on a réussi la diversité, on pourrait dire, avec des gens comme Amin Malouf, Daniela Ferrière, André Makin, François Schenk pour la Chine, etc. On a vraiment réussi ça. On n'a pour l'instant pas réussi la parité, la féminisation. Sans aller jusqu'à la parité, parce que la parité a un côté contraignant, mais simplement la féminisation. C'est très compliqué. C'est très compliqué parce qu'il y a des résistances et qu'ils ne sont pas forcément là où on pense qu'elles sont. C'est-à-dire que, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais n'oublions pas que notre secrétaire perpétuel est une femme. Voilà. Et je ne suis pas certain, si vous voulez, que... enfin voilà. Et quelle femme verrais-tu à l'Académie? On en a déjà élu quelques-unes récemment. Là, il y a plein de noms. Donc ça, je ne vais pas jouer au jeu des pronostics. Et puis bon, on nous dit... Non, ce que je pense, c'est qu'il y a une génération de jeunes romancières, des femmes comme Delphine de Vigan, par exemple, qui paraissent jeunes, mais qui finalement sont tout à fait en âge d'y entrer, et qui probablement, enfin Delphine, elle a un problème de timidité, etc. Enfin, c'est pas évident, parce qu'il faut aussi des gens qui veulent se mettre en avant. Il y en a beaucoup de refus, hein. Par exemple, Elisabeth Badinter, elle ne veut pas, par exemple, on l'a sollicité plusieurs fois, Amélie Nothomb ne veut pas. Parce qu'elle est déjà membre de l'Académie royale de Belgique. Donc, bon, mais je pense que, si vous voulez, il y a eu une génération, 68 ans, un peu, vous voyez, la génération, Philippe Solers, etc., qui n'est pas une femme, mais je veux dire, Julia Kristeva, sa femme, c'est une génération où ça se faisait alors là, justement, de refuser les honneurs, de refuser l'Académie, de refuser tout ça. Je pense que la génération qui vient là, des filles qui ont 45-50 ans, n'est pas du tout hostile. Simplement, il faut les amener jusque-là. Ça va se faire, ça va se faire. Jean d'Ormesson avait été c'est lui qui avait fait entrer Marguerite Yourcenar. Et il s'était beaucoup battu, il était très très actif là-dessus. Bon, il y a encore des résistances fortes, hein. Il y a aussi des... Vous savez, par exemple, Claude Lévi-Strauss qui a beaucoup de qualité, mais il était absolument farouchement hostile à l'entrée des femmes à l'Académie. Ouais. Parce qu'il disait, nous sommes une tribu de vieux mâles qui campent au bord de la Seine depuis 4 siècles. Et si nous changeons nos règles, nous allons disparaître. Parce qu'il avait observé les mœurs de cette tribu avec les mêmes méthodes qu'il avait observé les Indiens d'Amérique du Sud. Et il considérait que toute institution, dès lors qu'elle change les règles qui l'ont fondée, disparaît. Voilà. En l'occurrence, je pense que l'histoire lui donne tort, parce que voilà, la féminisation elle est incomplète, mais enfin elle s'est faite et elle n'a pas détruit l'Académie. Encore une question? L'actualité, c'est aussi Versant intime, un livre d'entretien aux éditions Artaud, là, qui devait paraître aussi pendant le... Tu sais tout, toi? Ouais, je sais pas grand-chose. Enfin, je sais pas grand-chose, j'ai une culture Paris Match, justement, donc ça me permet effectivement de connaître beaucoup de choses. Oui, c'est un petit livre. C'est un petit livre qui est fait par un journaliste qui s'appelle Fabrice Lardreau, que beaucoup connaissent ici, qui sera là demain. Et qui est... il est là demain, il devait venir demain avec ses auteurs Étienne Klein et Belinda Cannon, mais moi, avec les bouleversements de l'édition, il viendra peut-être seul parce que les autres sont partis grimper ailleurs. Donc en fait, c'est une petite collection qui a été montée par les éditions Artaud. Valérie Dumège qui dirige cette maison et qui... c'est quand même la maison historique avant Guérin, pardon, mais... et donc qui a un fond extraordinaire sur la montagne. Et ils ont monté cette petite collection, voilà, qui essaie de familiariser la montagne par le biais du regard de gens qui ne sont pas forcément
enfin, qu'on n'attend pas forcément là-dessus. Étienne Klein, par exemple, le physicien, lui, il fait du trail plutôt. Enfin, il grimpe un petit peu, mais il fait surtout du trail. Voilà, je sais plus, il y a Marie-Hélène Lafont qui parle du Cantal. c'est ça. Oui, le Cantal, c'est ça. Michel Butor. Ah oui, Michel Butor, ça, alors là, Philippe Claudel aussi. Philippe Claudel, c'est ça. Non, mais ça participe du renouveau de la littérature de montagne. Avec à chaque fois des textes emblématiques qui sont choisis par les auteurs. Tu as choisi quoi? Ben justement, on est en train, c'est le dernier truc qui manque. On a un petit choix autour de. Par exemple, moi j'aime beaucoup. Il y a un grimpeur italien qui s'appelait Tita Piaz, qui avait écrit un livre qui s'appelait Le Diable des Dolomites, et qui est un texte un peu oublié. J'aimais beaucoup Tita Piaz parce qu'il était en rivalité avec Preuss sur la conception de la montagne. Et Preuss défendait une éthique extrêmement stricte, c'est-à-dire qu'il considérait qu'il fallait pas du tout utiliser la corde pour le rappel, et qu'il fallait pouvoir redescendre ce qu'on avait monté, sans donc, by fair means. Et bien entendu, on l'a retrouvé au pied d'une voie quelques temps plus tard. Sa carrière a été très brève, tandis que Tita Piaz, qui faisait allègrement du rappel, est mort très âgé, mais c'était quand même un très fort grimpeur, mais il avait, je trouve, une conception assez drôle de la montagne, parce que au fond, qui était beaucoup moins élitiste, quoi, parce que c'est toujours un peu le danger avec cette radicalité. Moi, je suis toujours méfié des gens qui poussaient à l'extrême comme ça une idéologie, et la montagne, bien sûr, nécessite une éthique, etc., mais il faut aussi que ça soit un terrain de plaisir et de partage et ouvert à tous, quoi. Et voilà. Donc ce livre qui est un peu oublié, je l'ai mis dedans. Mais je sais plus. Enfin, on a 5, mais je sais, j'ai oublié. Alors on découvrira, on attend avec impatience donc la publication des versions intimes de Jean-Christophe Ruffin aux éditions Artaud. S'il n'y a plus de questions, je voudrais vraiment remercier chaleureusement Jean-Christophe Ruffin de sa présence parmi nous. Je voudrais vraiment le remercier pour ce don de l'amitié qu'il caractérise, et vraiment le remercier aussi pour cette explication de l'histoire qu'il nous livre d'ouvrage en ouvrage, et aussi pour éveiller nos consciences sur ce que doivent être à la fois la justice et la solidarité. Et puis, je suis heureux de lui faire connaître du Tokay pour qu'il le donne à Aurel pour sa prochaine aventure. J'espère qu'elle sera pas trop loin d'ici. Celui-là, j'en suis à peu près sûr. Celui-là, j'en suis moins sûr. Je pense qu'il vient du lac de Constance, mais alors il doit être un peu vermouté peut-être maintenant. Et puis, voilà, un cadeau. C'est un livre d'un prix Nobel, en attendant effectivement l'honneur suivant, dont j'espère qu'il en sera le récipiendaire. Voilà, merci en tout cas de votre présence. Là, on va aller faire un petit film. Et donc, après, pendant ce temps-là, vous pouvez acheter les livres que Jean-Christophe dédicacera tout à l'heure. Et respectez quand même les règles de distanciation. Voilà, la journée est longue. Voilà, merci encore.